Amis sportifs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est la nuit du sport. Au menu de cette édition du 12 juin du cyclisme avec le Tour international cycliste du Cameroun, 20e édition qui s'est achevée le week-end dernier à Yaoundé avec un chrono de 23h59 minutes et 9 secondes au total. Le Camerounais Clovis Kamzon Abosolo reste en tête du classement général et conserve le maillot jaune de la première à la 9e étape du Tour cycliste qui a eu lieu, on le rappelle, du 31 mai au 8 juin 2024. Et c'est une victoire qui permet donc au Cameroun de revenir sur la scène après ce 8 juin. Tout comme l'équipe nationale de football senior A qui le même 8 juin du côté de Yaoundé affrontait le Cap-Vert dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. 4-1 à l'issue de cette rencontre. Puis le Cameroun est allé à Luanda tenir en échec l'Angola. Un but partout dans le cadre de la 4e journée de ses qualifications. Une victoire, un match nul, est un début réussi ou non pour Marc Brice sur le banc de touche des Lions indomptables. C'est la problématique de ce soir, une problématique qui va intervenir notamment en seconde partie de l'émission juste après la pause actu. Nos invités en plateau et au téléphone ce soir restent avec beaucoup de plaisir que nous recevons Paul Epanlo Ekango. Il est le président des socios de Canon de Yaoundé pour les régions du littoral et du sud-ouest. Bonsoir, président, bienvenue. Bonsoir, Lydie, bonsoir mes illustres co-panélistes et amis. Martin Billet Tanga, le grand frère Alphonse, Jean-Claude. Vous avez quand même laissé à l'attitude de présenter mes invités. Non, je ne saute pas, sauf que sur le plateau, j'ai retrouvé des amis. Donc, voilà, bonsoir. C'est un plaisir pour moi ce soir d'être sur ce plateau pour qu'on débriefe, n'est-ce pas, comme vous avez dit, des dernières activités, actualités sportives du Cameroun. Voilà. D'accord. Justement, à côté de vous, Jean-Claude Fondja, analyste de sport. On va peut-être rappeler aussi, ancien membre de la commission corpo et vétéran de la Fédération camerounaise de football. Tout à fait. Bonsoir, Jean-Claude. Écoutez, bonsoir, et c'est un plaisir comme ça renouvelé. Après presque 4 ans, je n'ai plus fait des plateaux. Oui. Juste pour des raisons... Vous vous cachez professionnelles. Non, c'est pour des raisons professionnelles. Et le football aussi, l'activité sportive n'avait plus pris l'ampleur qu'on connaissait par le passé. Nous nous sommes retirés pour laisser la place à ceux qui veulent que le football ne se joue plus sur les stades. Donc c'est un plaisir aussi de rencontrer mes copanélistes et puis c'est aussi l'occasion de dire bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Alors, comment va la Jumanto? La Jumanto se porte parfaitement bien. Un club cher à vous. Oui, très cher d'ailleurs. Voilà. J'ai été président de la Panthère ici pour le littoral. C'est toujours un plaisir renouvelé. Et à côté de la Panthère, j'avais d'abord mon club de cœur, c'est la Dynamo. D'accord. C'est le club de mon enfance. Et je peux vous assurer que la Panthère est revenue après quand le village m'a appelé. D'accord. Martin Billet Tanga, entraîneur de football, est avec nous ce soir. Coach, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. Juste à côté de vous, nous recevons pour la première fois sur ce plateau Alphonse Wanan. Il est auteur d'un livre sur l'Union sportive de Douala. Je pense que on aura l'occasion de parler de cela tout à l'heure. C'est un ouvrage qui vient donc de sortir et qui retrace quand même l'histoire de Nassar Agamakai. C'est assez impressionnant comme ouvrage. Alphonse, bonsoir et bienvenue sur... Bonsoir Lydie. C'est tout un plaisir pour moi de fouler, comme vous le dites, là, la première fois dans ce studio. Et je profite de cette occasion pour dire bonsoir à tous les supporters, les milliers ou les millions de supporters de l'Union sportive de Douala. Et surtout, c'est le club aux milliers de supporters, c'est ça? Comment? Où ça a changé? Le club aux millions de supporters. Il n'est plus milliers parce que Bambouto Saravi la vedette.
Donc, je dis donc merci de cette invitation. D'accord. Merci d'être là. Sans transition, on va donc rentrer dans la première partie de cette émission consacrée à la pause actu. Et on démarre par le Tour cycliste international du Cameroun. La 20e édition s'est déroulée du 31 mai au 8 juin dernier, avec à l'arrivée le Camerounais Clovis Kamzon Abosolo, qui a eu un chrono total de 23h59 minutes et 0 secondes. Il est donc premier au classement général. Il conserve le maillot jaune, un maillot jaune qu'il avait depuis la première étape de cette compétition. Après 2015 et 2021, c'est le 3e sacre du sociétaire de SNH Vélo Club sur le Tour cycliste international du Cameroun. Peut-être un commentaire, Paul Epanlo, par rapport à cette victoire camerounaise à domicile? Oui, il faut dire que depuis de longues années déjà, le cyclisme camerounais, les jeunes cyclistes ont bénéficié, n'est-ce pas, d'un encadrement. Je connais un coach de regretté mémoire, Ndiok, qui est décédé dans un accident de circulation, qui était à la férule dans la formation de ces jeunes Camerounais. Et c'est toute une école aujourd'hui qui déroule. Aujourd'hui, Kamzok que nous voyons aujourd'hui, tout ça sont de son école. Et donc, c'est une formation aujourd'hui qui a été vraiment une formation optimum. Et c'est tout bénéfice qu'aujourd'hui, dans nos compétitions locales organisées par le Cameroun, que nous-mêmes, que nous soyons plus des figurants, mais que nous soyons... Ouais. Et de quelle manière? C'est-à-dire, vous voyez un maillot jaune du début jusqu'à la fin de la compétition. Ça c'était jamais... Très rarement, on avait vu ça dans le paysage du cyclisme au Cameroun. Donc, vraiment, bravo à nos cyclistes et bravo au président de la fédération qui, malgré les moyens... Honoré aussi. Oui, c'est-à-dire fait un travail de fou. Vraiment, bravo à nos lions de la Petite Reine. La Petite Reine, c'est également le même commentaire, Bilet Tonga. Bien entendu, le cyclisme, c'est vrai que pendant un certain temps, on avait l'impression qu'il était un peu mort au Cameroun. On a essayé de le ressusciter, nous, avec les yeux. Et comment dire, d'enfance, on voyait bien plus comment ça, on a vu ça avec des vieux d'enfance, comment ça circulait, ça roulait partout là. Mais, malheureusement, pendant un certain temps, ça circulait beaucoup. Bon, il y a maintenant ce tour cycliste international qui est arrivé, des cyclistes tels que Kamzon Abosolo. Il faut dire que le Cameroun avait présenté 2 équipes. Donc, comme d'habitude. Oui, voilà, donc la sélection nationale, même dans l'équipe nationale de SNH Vélo. SNH Vélo Club. Donc, c'était un peu comme pour maximiser un peu les chances des Camerounais, mais pour une fois, c'était bien pensé parce qu'il y a un Camerounais qui a pu ravir la vedette à tout le monde. Voilà, on va vous proposer d'écouter le bilan que fait le commissaire de ce tour cycliste international. Nous proposons de l'écouter. Peut-être voilà. Depuis 30 années maintenant, voilà, j'ai eu la chance d'être désigné par l'Union cycliste internationale pour être le chef des commissaires de cette 20e édition du Tour de Romandie, du Tour de Cameroun 2024. Pour moi, c'est la dernière année, puisque je suis atteint par la limite d'âge au niveau de l'arbitrage international. C'est une belle édition qui a fini par un beau vainqueur, en plus un Camerounais de qualité, puisqu'il vraiment, c'est un grand coureur, et je crois que le Cameroun a la chance d'avoir ce genre de compétiteur. Il est vrai qu'il a des bons équipiers également, et que le parcours en lui-même lui convenait bien. Et il a su faire la différence le premier jour, puisque les écarts qu'il a fait le premier jour ont permis de le conserver pratiquement jusqu'à la fin, même si entre-temps l'équipe nationale d'Algérie lui a posé problème au cours de la 2e étape. Ils ont su réagir, et voilà, c'est un beau vainqueur. Alors, éventuellement, je ne sais pas, mais j'ai encore une chance si l'Union cycliste internationale voulait me désigner pour le Grand Prix Chantal Biya. Sinon, après, si la Fédération camerounaise de cyclisme me suggère de revenir pour faire une formation d'arbitre, aider un arbitre, les collègues camerounais, pour aider et qui permettra d'aider le futur président du jury qui sera là pour le Grand Prix Chantal Biya.
Réaction, Jean-Claude, le commissaire de cette course, qui estime que voilà, on a eu un beau vainqueur. Tout à fait, Lydie. Je pense que là, le mérite revient aux organisateurs. Pour ce genre d'événement, quand vous avez, n'est-ce pas, des arbitres de ce niveau, de haut niveau, ça témoigne de toute la bonne qualité, le sérieux qu'on donne aux tous cyclistes camerounais. Et bravo aussi à l'équipe nationale SNH du Cameroun, parce que ce n'est pas tout le temps que nous organisons des événements et nous les gagnons, nous les remportons. Et ça montre tout le sérieux qui est mis sur tous les sports. Comme on l'a souvent dit, il n'y a pas de sport mineur ni de sport majeur. Tout ce sport, c'est l'épanouissement du cyclisme au Cameroun. Le mérite revient vraiment aux organisateurs et bravo à Abosolo qui a ravi, n'est-ce pas, le maillot jaune de la début à la fin. Du début jusqu'à la fin. Donc ça veut dire que c'est un travail, il y a eu du sérieux dans la préparation. Et une fois de plus, nous retirons, n'est-ce pas, le chapeau. Un petit commentaire rapidement aussi, Alphonse. On imagine qu'à dehors de l'Union du Douala, vous regardez quand même. Justement, un fervent supporter du cyclisme, puisque ma première fonction, c'était à la maison du cycle. J'ai connu les Pomi Boniface, les Ronajan Bernard, les Simon Pierre, ainsi de suite, Bichanchan, ainsi de suite. Bon, depuis qu'ils se sont expliqués dans la scène, je ne m'y intéresse plus. C'est le football qui m'intéresse. Depuis, j'ai abandonné le cyclisme. Mais vous avez cité quelques noms là, qu'on les avait quand on était tout petit. Il paraît que Massasso était toujours dernier. Oui, il paraît. Toi-même, tu as vécu. C'est vrai, j'ai beaucoup entendu parler. C'est vrai, c'est non, les Bichanchan, pour la petite histoire, Joseph Kono qui a été. Joseph Kono. Massasso, lui, il était particulier. Lui, n'avait pas de soucis. Pour lui, le souci, c'était de participer. Et de terminer toujours, il n'abandonnait jamais. Voilà. Toujours dernier, il est Ok, merci pour ces petites ces remarques et ces analyses par rapport au 20e Tour cycliste international du Cameroun qui s'est achevé le week-end dernier du côté de Yaoundé, on le rappelle, avec la belle victoire camerounaise menée par Kamzon Abosolo, célébrée d'ailleurs à Yaoundé ces jours par la Fédération camerounaise de cyclisme. On va donc parler foot puisque cela vous intéresse, Alphonse Ouana. On va peut-être rappeler que vous venez de commettre un ouvrage, je vois la première édition. Peut-être ça va, d'autres éditions vont peut-être suivre. Et c'est intitulé Union sportive de Douala, tout simplement. Prince Alphonse Ouana, vous êtes auteur, 65 ans déjà. Kamaka et Nassara, c'était important pour vous de mettre tout ça dans ce livre. Lydie, toute l'histoire. Oui, vraiment, à une époque, les gens parlaient trop de l'Union, verbalement. Et des fois, on lisait l'histoire de l'Union à travers les journaux. Alors, je me suis dit un jour que non, l'histoire de l'Union ne doit pas être lue dans les journaux. Il faut que ça soit lu dans un ouvrage. C'est pour ça que j'ai décidé d'écrire ce livre dans un ouvrage. Un ouvrage qui est à votre portée là, d'une capacité de 450 pages. Oui. Wow. C'est vraiment costaud. Préfacé par le légendaire Prince Ngassa Api. Vraiment costaud. Voilà. Et qu'est-ce que je peux encore dire? Ça vous a pris combien de temps, Alphonse? Là, voilà l'historique. Pour écrire un tel ouvrage, parce que j'ai fait exprès de vous mettre à côté de Billet Tanga, parce que c'est l'ancien entraîneur aussi de Nassara Kamakai. C'est le côté des Nassara. Donc lui aussi, forcément, il va partager avec nous son expérience au sein de cette équipe. Dans l'Union. Bon, moi, je me suis dit, à une époque, ce qui m'amène dans le football, c'est quoi? Je quitte mon pays natal, Batoufam. Je suis Batoufam, moi. J'arrive à Douala en 1960. En 60 et en 60, j'habite le quartier Nebel, le quartier populaire de Bamileke. Et en 61, l'Union gagne la première Coupe du Cameroun. En 1961.
Tounio Bell n'a pas dormi. Wow. Ah oui. Tounio Bell n'a pas dormi. Moi, je faisais 6e. J'ai manqué la classe pour aller accueillir l'Union qui ramenait la Coupe de Yaoundé. Et même rentrer à la gare de Neubel à l'époque, c'était pas du chocolat, comme on dit. Il fallait avoir un billet de quai. À l'époque, c'était 15 francs pour rentrer dans la gare. Mais j'ai contourné, ceux qui connaissent la pharmacie du rail, passer par les rails pour atterrir maintenant à la gare. Voir maintenant comme les joueurs rentraient par la couchette. Donc j'ai encore le cliché, comment je voyais le gardien Bianga descendre la marche du train avec la coupe en main. Donc, on a fêté comme il n'est pas permis dans Tounio Bell. Ce qui fait donc que c'était en 61. Et quelques mois après, voilà le championnat 61-62 qui démarre. Le premier match, c'était l'Union contre le Rix. Je vais au stade. Je n'avais même pas l'argent pour payer le stade. Je suis allé comme ça. Je pensais que c'était nos stades du village qui sont ouverts là. J'arrive au stade Aquas, stade Mapelépé, tout est quadrillé là. Maintenant, je vois les enfants derrière, comment dirais-je, la barrière du cimetière et le stade. Ouais. Il y avait les arbres là partout. Les enfants sont en train de monter sur les arbres. Et c'est là que j'ai vu mon premier match. Là, c'était au stade à quoi? Oui, oui. C'est là que j'ai vu mon premier match, sur les arbres. Et j'ai fait, je peux dire 5 ans. Puisque j'étais élève, je n'avais pas l'argent pour payer. 5 ans sur les arbres. Sur les arbres. Tous les jours qu'il y a match, je vais un peu tôt. Mais voilà. Donc, 62, donc, je vois ce premier match au Rix Union. Le Rix, l'Union gagne le Rix 5 buts à 1. Et il y a un seul joueur de l'Union qui a marqué 4 buts. On arrive maintenant au quartier, ça fait l'objet des commentaires. Les gens voudraient savoir de quel village il appartient. Curieusement, on dit que c'était un Batoufan, mon village. Mais je n'en revenais pas. Il s'appelle Wanko Ernest. Ah, d'accord. Il revient de la France autour de 58 pour être directeur adjoint de EDC à l'époque, avant que ça ne soit Sonel. Il était directeur adjoint de EDC, Électricité du Cameroun. Électricité du Cameroun, qui est devenue en 1960 Société nationale d'électricité. Donc c'est lui qui me pique le venin du football dans mon sang. Donc à partir de ce jour-là, comme c'était mon frère, j'ai dit que mon frère 4 buts, c'est pas possible. Voilà alors là où est venu mon amour pour le football. Ouais. Voilà. Donc, par rapport au livre, là, j'ai, pour un premier temps, c'était en 2005, j'avais cette prévision-là, un projet de créer les 50 ans de Lyon en 2005. 2005, j'ai fait le projet, j'ai dit que bon, je vais écrire ça en 2008. Je vais sortir le livre en 2008. Mais en 2008, ça n'a pas marché comme je voulais. J'ai rangé un peu ça de côté. Et c'est donc en 2012, lorsque l'Union devient champion du Cameroun, que je réveille encore le dossier. Mais c'était un peu difficile. Bon, j'ai demandé une autorisation au président de l'époque, Franck Capi, M. Franck Capi. Il m'a donné une autorisation, parce qu'il a vu juste le sommaire là. Quand il m'a invité, quand il m'a invité, il me dit, tu veux quoi? J'ai dit que je vais écrire l'histoire de l'Union. Je lui donne seulement le sommaire là. Oui. Il regarde. Il dit que viens mardi, je te donne l'autorisation. Il n'a même pas discuté. Je suis entré donc dans les recherches. J'avais dans ma tête que je pouvais avoir les archives dans l'Union, mais il n'y avait rien. Comme la plupart des équipes camerounaises, personne n'a les archives. C'était très, très, très difficile. Ça, c'est vrai. Les entraîneurs sont d'ailleurs un peu excusez-moi, sont parfois embêtés lorsqu'ils sont envoyés en club et ils doivent faire un rapport de fin de stage. Donc à ce moment-là, parce qu'il faut présenter le cadre d'études, l'entreprise, la structure, l'équipe dans laquelle vous faites. Et
les archives, il n'y a pas l'historique. Il n'y a pas une historique fiable. aucun club au Cameroun, peut-être. Même à Canon? Non, je ne dirais pas ça avec certitude. Non, je pense que au niveau du Ces Canon, derniers temps, peut-être. Au niveau du Canon, il y a quand même, il n'y a pas un archivage structuré, mais il y a des férus de l'histoire du Canon. Comme lui, et pour le cas il y a des férus de l'histoire qui ont, c'est-à-dire cette histoire-là en eux, et qui peuvent vous la retranscrire. C'est d'ailleurs, sans interrompre son intervention, d'ailleurs, une idée que je suggérerais certainement à certains de nos illustres aînés qui sont encore là, qui ont toute cette histoire. Parce qu'il peut remonter, il y en a qui remontent à pratiquement 60-70 ans d'histoire. Qui peut te retranscrire cette histoire. Il est temps de la coucher et de la mettre en projet comme on a vu là tout de suite. C'est une très bonne idée. Encore félicitations à notre illustre aîné ici sur ce plateau. Bon, j'ai eu la chance. On attend pour Canon et pour Panthère aussi. Hein. J'ai eu la... Oui, c'est des clubs mythiques, c'est des équipes mythiques. Il faut bien. C'est important. C'est des équipes mythiques. Le club mythique, c'est comme ça. C'est les équipes mythiques. Et pour moi, les archives, peut-être vous voulez les archives, qu'on va dire les archives, voilà ce qu'on appelle archives. Il y a les témoignages. Et ils sont tellement nombreux qu'il suffit seulement de chercher à les mettre tous ensemble. Une bonne information. Oui, en discutant avec les clubs. Et je pense qu'il faudrait plutôt. Vous avez des patriarches à Yaoundé dans des cas qui connaissent l'histoire. Donc l'histoire, c'est-à-dire l'historique du Canon. Oui, il suffit simplement d'y aller et de t'asseoir et de prendre ces informations et de les coucher dans un support comme celui-ci pour que c'est une inspiration, c'est ce que je suis en train de voir là. Pour l'Union, excusez-moi, pour l'Union, j'ai eu la chance. C'est-à-dire la tranche qui m'a un peu menacé, c'est 58-62. C'est-à-dire à partir de 62, je pouvais avoir tout électroniquement dans ma tête. Or, j'ai eu la chance de tomber sur un ancien membre de l'Union, un dirigeant de l'Union, qui était le seul survivant de l'époque. Nana Jean, tu dois le connaître si tu as flirté avec l'Union. Nana Jean, le seul survivant qui était dans la salle au moment de fusion. Voilà. Il m'a un peu recadré là-dessus. C'est là où maintenant j'ai commencé. Il a donné sa part. Il y a même des vieux illettrés au quartier. Je me rapprochais. Et puis finalement, je faisais la synthèse. C'est le recoupement de l'information. Voilà. C'est ça. La collecte. Si vous voulez, la collecte de l'information. Si on l'information. veut une histoire vraiment véridique qui se rapproche, n'est-ce pas, de ce que a été fait. C'est eux là qui ont cette histoire. Dans les quartiers, c'est eux. Vous avez dans les coins reculés des gens qui vous interpellent et vous disent. Moi, je raconte une anecdote. Récemment, nous étions à Mélon. Et vous imaginez, à Mélon, point mat du Canon, que nous sommes allés, mais il y a un vieux à Mélon qui m'interpelle. Il me dit, écoute fiston, vraiment ce club, c'est notre club. Il était bien sûr courroucé par la défaite du Canon, mais il dit, c'est notre, moi je supporte ce club depuis au moins 50 ans. J'ai dit un vieux de Mélon, c'est-à-dire de chez moi, de Mélon à Mélon, parle d'un club, et mythique d'un club de Yaoundé, qui est originaire de Yaoundé. Donc il y a des amoureux comme ça là, de ces clubs, et tout qui ont une histoire avec eux. Non, et qu'il faudrait peut-être. Ils en ont. Et je dis encore que ça, c'est une initiative à saluer, encourager. Ça, c'est un plus produit à garder dans les musées de section. Voilà. Tout à fait. Et allez-y. Le cuisinier de Ngassa, il ne sait pas, je peux pas dire qu'il ne sait pas écrire. Il m'a donné certaines. Je dis le cuisinier, il ne connaît rien. Il n'a même pas, je ne sais même pas s'il a été à l'école. Mais il avait tout ça en tête. J'ai dit que donne-moi un. Il me dit que il y avait tel joueur, il y avait tel joueur, il y avait ainsi de suite, ainsi de suite. C'était une information qu'il me fallait maintenant que je recoupe. Pour chercher. Il fallait recouper ces informations. Donc, je disais, donc, à partir de 62, j'avais peut-être électroniquement eu tout ça dans la tête sans plus avoir, puisque depuis 62, je n'ai jamais manqué à aucun match, sauf si je suis sur un lit d'hôpital. Et heureusement, je n'ai jamais été sur un lit d'hôpital pour plus de 3 jours. Deux fois, des grands matchs, si je souffre d'une fièvre, je fais tout et tout pour descendre du lit pour aller chercher mon billet, à partir de ainsi de suite. Donc, voilà à peu près
qu'on n'est même pas tombé d'abord sur la jeunesse, ce qui m'amène dans le football, ce qui m'amène à être supporter de l'Union. Je n'ai jamais changé de club. Ouais, malgré que je pars de Batoufam avec Racing. Parce que l'équipe du Racing était complètement composée des gars Batoufam. Et à l'époque même, il ne faut pas dire que j'ai dévié, des Batoufam, il fallait même parler Batoufam pour jouer dans Racing. 8 Batoufam titulaires dans Racing, dans le championnat national au Cameroun dans les années 61-68. Dans les Batoufam, c'était une équipe de Batoufam. Dans les Batoufam, c'était des bons footballeurs. Non, c'est comment le père de Djitap, c'était le feu follet de l'Ouest. Hein? Je peux vous raconter une anecdote pourquoi il y a toujours la tension ou les tensions entre les équipes de l'Ouest et l'Union. À ce que je sache. Parce l'Union a enlevé Photo Samuel du Racing pour venir jouer dans l'Union. Alors maintenant, il y a eu je peux dire quoi, un congrès. C'est une rancune circulaire. Racing va voir maintenant la panthère. Il dit que mais, si on ne fait pas bloc à cendre, on va finir. Racing va encore voir, il dit sport. Tous les clubs qui jouaient en première division à l'époque, c'est pour ça que les joueurs, les matchs de l'Union contre les équipes de l'Ouest, vous les voyez, c'est toujours des derbies. Matchs à violents. Il y a aussi une anecdote pour compléter, qui dit qu'à chaque fois que l'Union était en difficulté, il était toujours sauvé par une équipe de l'Ouest. Oh. Ça, il faudrait prouver. Bon, ça, oui, ça. Vous avez mon livre. Ouais. J'ai le championnat de 1958 à ce jour. Oui. Vous allez voir le classement de l'Union. Non, sincèrement. Vous allez voir le classement de l'Union. Année de 58, de 60 plutôt, date de lancement du premier championnat officiel, jusqu'à ce jour. Vous allez voir le classement de l'Union. L'Union est descendue combien de fois déjà? Peut-être 2 ou 3 fois. Non, c'est une équipe qui n'a jamais été. Jamais vu la deuxième division. Non, comment? Depuis qu'elle est montée, elle est la seule équipe du Cameroun. Elle a failli le faire l'année dernière. Elle a failli le faire l'année dernière. C'était une inquiétude. C'était une inquiétude pour nous parce qu'on observait, on scrutait ça. On se disait non, il ne faut pas que ce lien soit brisé. Même quand le Canon a affronté Union et tout, c'était sur le fil. C'était sur le fil. Malheureusement, Union qui venait de perdre a réussi à nous infliger une défaite ici et là qui lui a valu de remonter un peu au classement. Non, c'est comme pour dire que ces grands clubs ont toujours de la ressource. Union a ce mérite de n'être jamais descendu. Bravo. Voilà. Non, mais je pense que c'est au moins d'écrire des livres. C'est pas comme Panthère qui monte, qui descend. Oui, mais vous savez aussi, c'est ça. La vie, c'est l'hyperbole. Il faut le temps, il y a de beaux hauts et bas. Panthère aujourd'hui, c'est la renaissance. Oui, c'est la renaissance. C'est une autre dimension de la chose. Je ne parle pas à lieu et place de mon ami Fodia, mais avec tout ce qui est mis à la Panthère cette fois-ci, surtout l'enthousiasme de mon ami le maître, le président. Oui. C'est une équipe qui fera parler d'elle. Il faudra compter sur elle. Oui, il faudra compter avec elle. Alors, je voudrais quand même, avant de poursuivre, avoir votre réaction, coach Martin Billet-Tanga. On le disait tantôt, vous avez eu l'occasion de coacher cette équipe de Nassara Kamakai. Qu'est-ce que vous gardez peut-être de votre expérience? Quels sont les éléments qui vous auront marqué par rapport à cette équipe? Il y a des éléments qui sont convergents, on va dire comme ça. Il y a le soutien populaire, parce que c'est une équipe qui a beaucoup de supporters et dans laquelle effectivement il y a donc énormément de pression. Donc pression par rapport aux résultats, pression par rapport à tout ce qu'il y a autour. Et puis c'est l'une des équipes, c'est vrai, à cette époque-là, l'équipe se voulait d'être vraiment structurée et essayer de tout faire pour être l'une, ou sinon la meilleure. À cette époque-là, il y avait une forte concurrence entre l'Union et le coton sport de Garoua. Donc les deux équipes, c'était pratiquement côte à côte. Donc il y a ça. Il y a en même temps fonctionnement, par exemple, au sein de l'Union où on n'admet pas certaines choses. Par exemple,
il n'y a pas un certain dilettantisme qu'on peut observer. Je vais peut-être faire comme ça une anecdote. Pratiquement tous les clubs où je suis passé, ici à Douala, c'est-à-dire du niveau le plus bas jusqu'au niveau le plus élevé, j'ai toujours eu une de mes filles qui était internationale camerounaise, pour ne pas la nommer, Diane Siliki. Oui, elle a toujours travaillé avec moi dans des clubs. Donc avec les garçons, elle venait toujours s'entraîner avec moi en première division, partout. Donc dans les clubs pour l'aider à avoir le niveau. Mais avec l'Union sportive de Douala, ça n'a jamais été possible. Ça n'a pas été possible parce que justement, on ne permettait pas certaines choses qu'elles se fassent. Donc il y a ce fonctionnement. Il y a une structuration également. Par exemple, au niveau des comités de soutien, à l'époque, qui était très, très actif, très important et qui, bon, moi, j'étais là, mais lorsque, par exemple, l'équipe de l'Union était un peu en difficulté, même peut-être sur le plan matériel et financier, ces gars, ils ne dormaient pas. Donc, ils faisaient tout et tout pour essayer de lever l'équipe pour qu'elle puisse aller de l'avant. Et puis, il y a le poids de l'histoire également. Donc, au sein de cette équipe, quand vous arrivez, quoi qu'on dise, c'est quand même une équipe qui a été sur le toit de l'Afrique à une certaine époque. Donc, ce poids de l'histoire, il est là. Bon, l'équipe avait déjà un siège. C'est vrai que le siège a été offert par un mécène, mais au sein de l'équipe, monsieur Zoukou, qui était avec nous à l'époque et qui vraiment de regretter mémoire et qui pour recevoir, il était un monsieur très ouvert, très simple, avec lequel vous pouviez échanger assez calmement. Et puis donc au niveau de Camley, là, donc il n'y avait pas sans publicité, donc ce siège qui était ainsi offert, qui permettait à l'équipe donc d'avoir une certaine structuration. Donc l'équipe était un peu différente de la plupart des équipes. Et aussi à une époque, il y avait suffisamment de moyens au sein de cette équipe pour que les gens soient assez quand même bien entiers lorsqu'on s'y trouvait. Voilà, j'ai peut-être 2 dernières questions et puis on va passer à la seconde partie de cette émission. Alphonse, tout à l'heure, on était en train de vous féliciter, féliciter l'Union de Douala, vous féliciter pour la qualité de cet ouvrage et féliciter également l'équipe qui n'est jamais descendue en seconde division depuis qu'elle est en Elite One. Par contre, sur le plan africain, depuis un certain temps déjà, Alphonse, on ne voit pas les Nassar Kamakaï. Pour vous, c'est dû à quoi? Comme tous les clubs camerounais, c'est pas seulement l'Union a ses 2 coupes. On parlait du canon, c'est le grand frère. Là, quand on veut mettre maintenant les réalités, on dit que c'est pour ça qu'on disait c'est Canon qui devait d'abord même faire son histoire, parce que c'est le grand frère. Mais quand le petit frère prend le devant, ce n'est pas bon. Disons que non, je veux le grand frère. Mais il y a une réalité, c'est que l'Union vit la même réalité que beaucoup de clubs camerounais qui, à un certain moment, n'ont pas pu continuer dans la lancée qui est là. C'est-à-dire, il y a eu cette coupure-là, qui est donc, c'est-à-dire due à beaucoup de facteurs aujourd'hui que nous connaissons et qui ont même amené, n'est-ce pas, le désamour entre le public sportif footballistique camerounais et ses clubs. Ces publics qui ont déserté les stades pendant un moment et qui... Donc, ce désamour, il était là. Aujourd'hui, c'est une reprise un peu lente, on commence à avoir des prémices. Ce retour dans les stades et tout. Le coach, il parlait de quelque chose tout à l'heure. Il parlait de ces comités de soutien qui sont c'est-à-dire une part importante. Donc, très important pour la vie d'un club. Vous voyez le cas pour le canon de Yaoundé, dont j'ai l'insigne honneur de représenter ce comité de soutien dans le littoral et dans le sud-ouest. C'est-à-dire ces organismes-là qui pallient, n'est-ce pas, l'administration quotidienne du club. Parce qu'à un certain moment, cette administration-là s'essouffle. Un club de football, c'est toute une machine. Et si vous n'avez pas de passionnés, si vous n'avez pas d'amoureux derrière ces clubs vont disparaître. Et la meilleure motivation pour ces passionnés, c'est quoi? C'est une bonne organisation. De savoir que le football se joue très bien sur le terrain, et pas dans ce qu'on nous a habitués ces 10 dernières années, ces quelques années et tout, dans les tribunaux, dans le machin, non, tout ça décourage, fait fuir les amoureux du football, parce qu'ils ne se retrouvent pas. L'amour du football, c'est aller au stade, c'est rester comme vous avez vu au play-off la dernière fois. Déjà entrer dans un stade à 13h du matin, à 13h, en plein soleil, et y rester jusqu'à 19h.
si on n'est pas amoureux du football, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je pense que... Et c'est ça qui a fait l'histoire de ces clubs, parce que vous aviez ces passionnés qui, à un certain moment, ont été découragés de ce qui... Donc, avec ce qui est en train de se passer, il y a ce regain qui est en train de se faire dans le football aujourd'hui. Une parfaite organisation des championnats, par exemple, qui commence à ramener et les annonceurs et ces amoureux du football qui sont là, qui n'attendaient que ce genre de structuration, un déclic. Donc moi je pense que ces clubs vont se réveiller, ces clubs vont revivre et on connaîtra cette belle ambiance que nous avons connue par le passé. On attend un réveil de l'Union de Douala sur le plan africain. C'est quand même la dernière équipe camerounaise qui a soulevé ça, c'est vrai. un trophée. Tout le monde ambitionne depuis à être africain. Ça fait un moment. Tout le monde, c'est tous les grands clubs mythiques. Quand on se lance dans un championnat, le premier défi, l'objectif, c'est le gagner, d'être africain. Malheureusement. Être africain. Bon, si ça ne suit pas. Moi, j'ai été content de mon copanéliste quand il parle des comités de soutien. Parce que les playoffs, si mon cœur n'était pas aussi solide avec l'Union, non, je pouvais perdre un côté. Non, c'était pas facile. C'était pas facile. Voilà. Donc, grâce au comité de soutien, c'est au quotidien. On cotise au quotidien. Tous les jours de match. C'est clair. On cotise. C'est clair. Voilà. Alors, Alphonse, en quelques mots, d'après vous, quelles sont les grandes époques de l'Union sportive de Douala? Quelles sont peut-être les dates fortes à retenir en quelques mots? Je ne peux pas oublier l'année 68-69, où l'Union a le doublé. Ah oui. Je ne peux pas oublier. C'est mon plus grand souvenir dans l'Union. Avec des joueurs exceptionnels, comme les Onan Obert. Les succès, si vous allez voir dans le livre les photos de 68 là, ce club il n'y a que 2 survivants. Ginny Bonnet-Léonard, le père de il est journaliste là. Richard Na. Son père est Bochin Martin, c'est un entrepreneur. Il est là à Nebel. C'était une équipe. Vraiment, je manque quand même des qualificatifs pour cette équipe. Et des grands joueurs. Et l'équipe de 79 qui a remporté la Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs. La Coupe d'Afrique des clubs champions. Non, mais je dis celle que je place au firmament du... Oui. Cette équipe était très intéressante. Ah, d'accord. Très intéressante. Voilà. Est-ce que quand même parmi les joueurs, parce que l'Union de Douala, il y a des joueurs extraordinaires qui sont passés par cette équipe, Ndjea René, notre ami Joseph Kamgacha, on voit encore évidemment Beb Solo, évidemment, Bouémile, Joseph Antoine Bell, ils sont tellement nombreux ces grands footballeurs qui sont passés par l'Union de Douala. Quels sont peut-être les joueurs qui vous ont marqué personnellement, Alphonse? Ces grands joueurs-là. Je vais commencer par le vétéran, Onan Obert. Le capitaine Moi, je pense que je ne vois aucun joueur de cette date-là, de 68 jusqu'à ce jour, qui équivaut à Onan Obert. Il avait un don pour le football. Moi, je m'en souviens, je vais vous dire cette année. L'équipe nationale va jouer, où c'était au Nigeria, quelque part comme ça. Et ce dimanche-là, il y avait championnat ici. L'Union jouait avec, je pense, Bafia Club. Ona sort de l'avion. Il vient directement au stade. Il porte le maillot. C'est-à-dire Bafia Club était en train de nous malmener là. C'est-à-dire que Ona sort de l'avion. Il ne va même pas chez lui. Il vient au stade. Il porte le maillot. C'est lui qui met les 2 buts. Les 2 buts qui nous fait gagner le match. Non, c'était un gars formidable. Il ne vient même pas à l'entraînement. Il était vraiment très indiscipliné. On a connu des joueurs comme ça. C'est ça aussi. C'est le propre des joueurs doués, des sud-doués. Oui. C'est le propre des... Il ne vient pas aux entraînements, mais le jour du match, c'est lui qui fait gagner l'équipe. Voilà. C'est super. Aujourd'hui, il n'y a pas de Pelé. J'en ai connu un de regretter, mais moi, qu'un entraîneur
un coach des Lions est venu chercher à Douala pour dire, écoute, viens chez les Lions indomptables. Incroyable. Ce garçon-là avait un talent fou. Mais d'une indiscipline caractérisée. Il savait ce qu'il valait. Tu as connu Kobo Kobo. Oui, Kobo Kobo. Voilà, et on va quand même aussi... Et c'est aussi un ancien joueur de l'Union Sportive. Ouais. Voilà. Quand il parle de Loris, il va dans l'Union Sportive. L'Union a eu des talents incroyables. Ouais. Énormément. Ouais. C'est quand même, on regarde un peu pour la génération récente, les David Eto'o qui sont passés, évidemment Samuel Lel, on connaît, Joël Babanda qui joue aujourd'hui un rôle important au sein de l'équipe. Voilà, Timothée Atouba, Faye Collins qui est encore là. On parlait de Joël, on parlait de David Eto'o. Non, pour la génération récente, ça va. Je ne suis pas en temps avec eux. Absolument. Je ne suis pas en train de décrire son talent, ses Il qualités. est revenu avec, Mais moi, je parle avec tout ça. Je parle quand même des joueurs. C'est même pas un livre, ça, parce que ça retrace toute l'histoire. C'est toute l'histoire. 400 pages quand même. 450 pages. Il faut le faire. Non, je vais me procurer ce livre-là. Voilà, il y a la dédicace. Il y a déjà la dédicace dimanche. Oui, la dédicace est prévue dimanche. Voilà. Ce dimanche. Ce dimanche. Le 16 juin, à l'hôtel. Ici, là, à Douala. Sans publicité, ici à Douala. Donc, on aura l'occasion de faire un tour et évidemment d'assister à cette cérémonie. Merci beaucoup, Alphonse, pour... Vous ne m'avez pas permis. Écoute combien. Le supporter, il y a des supporters qui ne connaissent même pas la jeunesse de l'Union. Vous l'avez déjà décrite, je pense. Vous l'avez décrite. Est-ce que vous pouvez alors en moins d'une minute. En moins d'une minute, parce qu'on a un rendez-vous téléphonique à vous n'avez pas donné toutes les informations. Vous allez... Ça sera après. Dans le livre. Il faut qu'on découvre dans le livre. Voilà, dans le livre. On ne va pas tout dire. On ne va pas tout dire. Maintenant, je voulais savoir, le livre... Vous allez le demander après, président. Ça, c'est après. Voilà, on va donc rappeler que c'est un ouvrage de plus de 450 pages. Voilà, Union sportive de Douala, première édition. Ça veut dire quoi? Il y aura encore d'autres éditions? Oui, mais je ne serai plus là. On va continuer l'histoire sans lui cette fois-là. Oui, mais les gens vont voir. C'est le repère là. Voilà. Je ne serai plus là, moi. J'ai plus 10 ans de vie, moi. Ah non. On n'en sait rien. On n'en sait rien, Alphonse. En tout cas, merci beaucoup pour d'être venu partager avec nous vraiment le contexte dans lequel vous avez travaillé, pourquoi vous êtes devenu supporter de Nassara Kamakaï. Et je pense qu'à l'avenir, on va se référer à vous à chaque fois qu'on va parler de cette équipe basée dans la ville de Douala. Donc, vous restez avec nous. On va parler foot toujours, puisque vous aimez bien le foot. Cette fois-ci, sur le plan national, on va donc s'intéresser aux deux matchs disputés par les Lions indomptables. C'était dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. Troisième journée le week-end dernier du côté de Yaoundé. Les Lions indomptables ont donc battu le Capo Verde par 4 buts à 1. Et hier, du côté de Luanda, il y a donc ce match nul, un but partout entre le Cameroun et l'Angola dans le cadre de la 4e journée de ces éliminatoires. On va demander un peu l'avis d'un ancien Lion indomptable par rapport à la sortie, aux deux sorties de nos Lions. C'est Joseph Désiré Diop. Il est au téléphone avec nous. Joseph, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir. Voilà, merci d'être en direct sur STV. Quelle analyse est-ce que vous faites, Joseph, des deux rencontres disputées par le Cameroun ces derniers jours? Sur le plan comptable, c'est pas mal. Oui. Parce que du coup, on a une victoire et un match nul. Après, je pense que sur le plan du jeu aussi, j'ai trouvé ça intéressant parce que on voit que l'entraîneur Marc Bruce, il préfère un jeu, il a un jeu de possession. Et c'est plaisant à voir jouer parce que on s'aperçoit qu'il y a des joueurs
qui sont en mouvement, toujours autour du porteur de la balle. Et effectivement, c'est un jeu qui est un peu plus offensif. Et par rapport à ça, je pense que c'est pas mal parce que ça fait qu'on se crée beaucoup d'occasions. J'ai remarqué qu'on s'est créé beaucoup d'occasions. C'est pour ça d'ailleurs que le premier match, je crois qu'on a gagné 4-1 parce que ça fait quand même 5 buts en 2 matchs. Donc c'est pas mal. Après c'est un peu tôt pour faire un bilan quand même complet, mais je pense quand même que il y a quand même de l'espoir quand on regarde les deux rencontres. Voilà, il y a quand même de l'espoir quand on regarde les deux rencontres. On est en plateau avec Paul Epango avec nous. Il y a également Martin Billet-Tanga, entraîneur de foot, Jean-Claude Fonchaki, analyste de sport, et Alphonse Ouana qui vient de commettre un superbe ouvrage sur l'Union sportive de Douala Diop. Martin Billet-Tanga a peut-être une préoccupation. Ouais. Oh, bonsoir, Joseph Désiré. Bonsoir coach. Comment tu vas? Je vais bien, j'espère que toi aussi. Ouais, ça va coach, merci. On va fêter l'anniversaire en décembre là. Ouais, tout à fait. Oui, bon, c'est pas véritablement une préoccupation, mais plutôt une observation. Je pense que le coach a trouvé assez rapidement, et ça il faut peut-être le saluer. Il a trouvé assez rapidement 11 entrants, 11 autour duquel il peut faire tourner l'équipe, mais je pense qu'il est encore en train de découvrir son groupe parce que les remplacements nous laissent encore un tout petit peu sur notre faim. C'est peut-être, du moins c'est selon moi le signe qu'il ne maîtrise pas encore son groupe, et c'est tout à fait compréhensible étant donné qu'il venait de prendre les fonctions pour travailler avec ce groupe-là. Je ne sais pas si c'est la même impression que tu as de ton côté. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un peu ce que moi j'ai remarqué en premier. C'est ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a pas mal de mouvements autour du porteur de balle, ce qui crée quand même une animation offensive intéressante. Après, c'est vrai que par rapport peut-être au changement, surtout au remplacement, surtout le match contre l'Angola, on n'a pas trop, en fait, j'ai pas trouvé, j'ai pas compris pourquoi, par exemple, quand Bassogog est sorti, pourquoi, par exemple, il a remplacé par Cham. C'est un choix qu'il a eu à faire. Oui. Mais moi, j'aurais plutôt gardé la même animation du jeu avec peut-être un joueur comme Koudou, qui est pratiquement du même registre. Je pense que on aurait pu, ça aurait peut-être corser l'addition. Mais bon, après ça c'est mon avis. Il y a aussi Jean-Claude qui peut-être qui voudrait intervenir aussi. Fait, oui, il vous écoute. Bonsoir Joseph Désiré. Oui, ma question c'est sur le plan générationnel. Comment vous trouvez cette génération de l'équipe nationale du Cameroun, s'il vous plaît? Je la trouve... Alors, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons très bien, Joseph. Ouais. Voilà, moi, je trouve qu'il y a des joueurs intéressants, il y a des jeunes intéressants, à l'image du petit Baleba, que tout le monde parle, mais pas seulement. Même le petit Tchatchoua, par exemple. Absolument. Il y a aussi, je pense qu'il y a une bonne combinaison, parce que même les anciens qui sont là, qui font figure d'anciens, comme le Ngande et tout ça là, sont là aussi pour un peu solidifier l'équipe et surtout apporter un peu de maturité. Je pense que il y a des joueurs aussi comme Bemo qui sont pas vieux, qui sont pas tout jeunes non plus. En fait, pour moi, il y a quand même un mix de joueurs qui sur qui on peut quand même prétendre à une équipe qui est en train de qui pourra, je pense, avec un peu de temps et un peu d'expérience, revenir au premier plan.
Alors peut-être avant de vous laisser, Joseph, moi ma question elle est simple. Entre les deux matchs, qu'est-ce qui a peut-être fait la différence? On a vu le Cameroun marcher pratiquement sur le Cap-Vert ici à Yaoundé, 4-1. Et puis hier, du côté de l'Angola, c'était un peu plus compliqué. Pour vous, les deux matchs, quel est le regard que vous portez sur le premier et sur le second match concrètement? Sur le premier match, je pense qu'on a vu des joueurs très motivés. J'ai remarqué aussi la sérénité qu'ils avaient aussi. Donc ça, on voit qu'ils avaient un très bon état d'esprit collectif parce que les joueurs faisaient les efforts pour les autres, mais même sur le deuxième match. Après le premier match, on était à domicile. On savait que, en fait, les joueurs savaient qu'ils avaient à cœur de faire vraiment une bonne prestation et surtout au Cameroun, on ne perd jamais. Donc là, ils étaient condamnés à le faire, mais ils l'ont fait avec la manière aussi. Ouais. Donc je pense que c'est ça que tout le monde a apprécié. Le deuxième match, c'est un match à l'extérieur. L'Angola, c'est une équipe qui joue, on l'avait à la CAN. C'est une équipe qui a très bien joué. Donc il ne fallait pas non plus surfer sur l'euphorie du premier match. Il fallait rester concentré tout en continuant à jouer. Parce que s'ils ont montré au premier match, je crois qu'ils l'ont fait en première mi-temps. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a marqué. Mais il fallait rester quand même aussi prudent. Parce que l'Angola, on l'a vu, ils ont pu égaliser. Ils ont quand même des individualités qui peuvent faire la différence à tout moment. Mais sur l'ensemble du match, je pense que le deuxième match, on l'a quand même contrôlé. On l'a quand même contrôlé le match et je pense que c'est ça qui est de bon augure pour la suite. Et justement pour la suite, Joseph, vous avez peut-être quelques préoccupations, alors quelques soucis que vous aimeriez peut-être voir corriger au sein de l'équipe. Est-ce qu'il y a peut-être des réajustements qu'il faudrait faire d'ici là? Parce qu'on rappelle quand même qu'il y a d'autres matchs importants aussi qui attendent les Lions indomptables. Pour vous, il faudrait peut-être réajuster quoi? Bon, je pense qu'il faut rester sur la même dynamique. Tout n'a pas été parfait, mais je pense que tout le monde s'accorde à dire que les deux matchs ont été très encourageants, parce que on a pu voir quand même une sérénité, même quand ils jouaient, c'est-à-dire une sérénité sur les deux matchs. Donc je pense que le coach va aussi découvrir quand même son groupe parce que je pense pas qu'il ait eu le temps quand même de découvrir tout l'étendue de son groupe. Il y a sûrement même d'autres joueurs qui viendront à compléter. Mais je pense qu'il y a quand même une colonne vertébrale qui est quand même visible. Et je pense qu'il faut s'appuyer sur ça. Je pense qu'il faut s'appuyer sur ça pour la suite. D'accord. Merci beaucoup, Joseph Désiré Diop, pour cette intervention et à très bientôt. D'accord, merci bien, merci à vous. Voilà. C'était Joseph Désiré Diop en direct de cette émission pour nous donner son analyse par rapport aux deux matchs que viennent de livrer les Lions indomptables contre le Cap-Vert et contre l'Angola hier. Paul et Paulo, comment est-ce que vous avez vécu ces matchs, surtout qu'on sait un peu le contexte dans lequel l'équipe nationale était attendue sur le terrain avec la problématique des deux staffs et etc. Quelle est l'analyse que vous portez sur les performances des Lions? Mon analyse est toute simple. Les joueurs, les Lions qu'on a vus sur le terrain sont des compétiteurs. Donc ils se sont nourris certainement de tout ce tralala qui se fait tout autour pour se dire écoute, on va se battre pour sortir la tête de l'eau. Parce que fondamentalement, il n'y a pas eu... Les joueurs qu'on a vus à 80-90% sont les joueurs de la cuvée de sang, sont les joueurs qui sont à l'équipe nationale depuis un certain moment. Alors, techniquement, en 2 jours, 3 séances d'entraînement, je passe sous le contrôle d'un entraîneur chevronné. Vous ne pouvez pas dire que l'entraîneur qui est arrivé, d'abord, il ne connaît pas ses joueurs. Ces joueurs même ne se connaissent pas trop entre eux. No, oui. Parce qu'ils jouent dans des horizons divers, ils jouent partout de manière éparse et tout. Donc, ils sont dans un regroupement et ce regroupement est plombé par beaucoup de problèmes extrasportifs qui se passent tout autour. Donc, les joueurs, des compétiteurs, se disent entre eux quand ils se retrouvent. Ça a toujours été le cas comme ça dans le vestiaire et tout. Bon, les gars, on est là.
on a à cœur les mauvaises prestations qu'on a faites dans nos dernières sorties, en CAN et en Coupe d'Afrique. Nous devons nous racheter devant notre public. Le premier match, c'est devant notre public, nous devons nous racheter. Et ils vont sur le terrain et nous avons constaté que cet état d'esprit qu'on demande toujours au Lyon, le MLE, était de retour. Maintenant, moi, quelque chose de bien particulier attire mon attention, et c'est l'entrée en jeu d'un jeune qui, pour moi, a fait la différence dans cette rencontre, de par le volume du jeu qu'il avait dans ce match-là, le petit Baleba. Oui. Ça fait des années que Baleba est courtisé et que Baleba, des démarches sont faites pour qu'il vienne en équipe nationale. Ce n'est pas hier. Il faut que ce soit clair. Mais Baleba, je cite toujours, son père est éducateur de football et il savait qu'en ce moment, il est entraîneur de haut niveau. De haut niveau. Bon, c'est vrai qu'il est aussi éducateur. Voilà, éducateur, mais entraîneur de haut niveau. Il a estimé que le moment n'était pas prêt pour ce jeune de venir parce qu'il avait des problèmes de contrat, il avait des problèmes de club et tout, de changement de club. Et la structure tout autour de lui voulait qu'il se pose d'abord avant de venir. Alors ça a coïncidé avec ce match. Et je dis que ce jeune homme, si ce jeune homme était rentré dans l'équipe que nous avions au mondial, je suis sûr qu'on n'aurait pas fait les mêmes prestations qu'on a fait au mondial, encore en Coupe d'Afrique. Pourquoi je le dis? Parce qu'il a apporté un volume de jeu et une percussion incroyable dans l'entrejeu camerounais. Parce que c'est à ce côté, c'est à ce niveau-là qu'on a toujours eu des problèmes. Sur la récupération, les sorties de balles. Ce que j'ai vu contre le Cap-Vert, c'était phénoménal. Je me suis demandé si c'est l'équipe du Cameroun qui joue. C'est-à-dire vous avez des gars qui récupèrent le ballon, qui vont, c'est-à-dire qui tournent autour du ballon, qui donnent des possibilités. Et ça, pour le faire, il faut des joueurs d'un certain niveau. Ça a libéré Zambouanguissa, par exemple, qui s'est retrouvé dans le registre qu'on l'a souvent vu à Naples. C'est-à-dire porter le jeu vers l'avant. Alors qu'à l'équipe nationale, dans les tout derniers matchs, il ne faisait que régresser, il prenait le ballon, il repartait derrière. Il prenait le ballon, il repartait derrière. Aujourd'hui, on a vu un Zambouanguissa. Un autre visage. Un autre visage. C'est-à-dire un milieu de terrain camerounais qui demande le ballon et qui porte le ballon vers l'avant. Est-ce que ce n'est pas le discours de l'entraîneur aussi? Non, écoute, je suis en train de te dire, je vais arriver. Je vais arriver. On ne peut pas dire que ce n'est pas le discours de l'entraîneur. Je vais arriver, s'il te plaît, je vais arriver. Je parle, c'est-à-dire de l'aspect du jeu. Je vais revenir maintenant sur l'aspect. Donc, je dis qu'il y a eu ce réveil-là de ces joueurs. Et moi, dans un premier temps, je pense que l'un des premiers éléments motivateurs, c'est le contexte dans lequel, le contexte des dernières rencontres qu'on a fait, l'envie de se sublimer, de montrer au public camerounais qu'ils sont capables de faire autre chose. Et maintenant, le discours, oui, le discours de l'entraîneur, je le dis ici, c'est l'entraîneur, et Joseph l'a dit là tout à l'heure, en filigrane, même s'il ne connaît pas bien les joueurs qu'il a, oui, ça, il ne peut pas. C'est pas en 2 matchs, c'est pas en 2, 3, 4, 3 séances d'entraînement. Permets-moi, s'il te plaît, permets-moi. Toi et moi, nous sommes ici, nous n'étions pas dans les vestiaires pour connaître le discours. Maintenant, et puis je te dis que le discours ne va jamais sortir les potentialités d'un joueur qu'il a en lui. OK? Le discours, tu peux être, mais le discours, mais ce qui se passe, c'est que il y a des facteurs, des éléments très importants. La sérénité, oui, quelqu'un l'a dit là tout à l'heure. Les joueurs se retrouvent, ils sont un peu dans un état d'esprit, il y a une sérénité. J'ai dit, qu'est-ce qui nourrit cette sérénité? C'est tout ce qui se passe autour. Et les gars forment un bloc pour se protéger de cela. Et se dire, nous sommes des footballeurs, nous devons gagner. Maintenant, sans vouloir minimiser l'importance du coach ou pas, non, surtout pas. Je parle d'abord. Et parce que cette victoire, c'est à mettre à son actif. Hein. Tout à fait. Même si, aujourd'hui, au même niveau, sont également, c'était 2 matchs joués, même nombre de buts, même c'était dans les mêmes comparaisons. Donc, je ne minimise pas, ça, c'est à mettre à son actif. Ça, c'est clair que Marc Brice l'a fait et tout. Moi, je dis d'office, c'est pas un an. Pour moi, en comparaison avec certains qui sont même dans cet encadrement technique qu'on a nommé et tout, je ne le porte pas.
en cœur. Ça, il faut que je le dise ici. Mais ça n'engage que moi. Et j'estime que nous avons des joueurs, tellement de joueurs de qualité. Tu ne portes pas à cœur l'entraîneur, c'est ça? Oui, ça je le dis, et je l'assume. Okay. Alors, nous avons tellement de joueurs de qualité que cette équipe-là, mais cette sélection que j'ai vue, contre le Cap-Vert, aurait pu faire ce résultat, même sans entraîneur. Ça, je te l'assure. Et pourquoi elle est là alors? Non, écoute un peu. Écoute-moi, s'il te plaît, c'est mon temps de parole. Tu prendras la parole. C'est un débat aussi, hein. Le débat, il est contradictoire. Non, mais laisse-moi dire ce que je veux. La parole. Il va c'est pas toi, tu ne modères pas le débat. Je vous en prie. Tu ne modères pas le débat. Il y a un modérateur du débat qui m'a donné un temps de parole. Tu me permets de le faire. Tout à l'heure, tu vas argumenter. Il est en train de conclure, vous allez réagir. Donc, je vais chuter là-dessus. J'étais en train de dire que pour moi, même s'il faut mettre à l'actif de Marc Brice, mais Marc Brice aujourd'hui ne peut pas dire que aujourd'hui je connais tellement, je connais ces gars au point c'est-à-dire d'imposer une façon de jouer ou alors non, vraiment, je ne peux pas. Voilà, même sans Marc Brice, le Cameroun aurait réagi pareil. Et vous n'êtes pas d'accord, Jean-Claude? Non, pas du tout. Mais c'est un crime de lèse-majesté, ça. C'est pas possible. Vous voyez, les mecs ont joué dans des conditions vraiment exécrables. Nulle part, on n'a jamais vu l'équipe du Cameroun dans ces conditions. Mais, en ce moment, quand vous parlez de conditions, vous faites référence à quoi? Je fais référence à tous ceux qui ont gravité, tout ce qui a gravité à l'hôtel, à la fédération, les bus, l'entraînement n'était pas été fait, les équipements qui ont été confisqués, entre parenthèses. Mais quand vous avez ce genre de situation, c'est vrai, ce sont des professionnels. Moi, ce qui est intéressant, c'est le discours du coach en ce moment. À ce moment, la préparation est plus psychologique que tactique. Et je pense, c'est là où je dis chapeau. Marc Brice, parce que je sais qu'il a tenu un discours de vestiaire qui a galvanisé les joueurs. Et d'abord, c'était le match des joueurs. Et c'est le match du public. Et nous avons vu ce jeune qu'on doit plus citer sur le nom. Il a levé le niveau. Ça s'appelle Carlos Baleba. Carlos Baleba, voilà. Les Tchatchouans, vous, comment s'appelle le prénom là? Non, vous, le latéral. Coach, c'est ça? Tolo. Non, pas Tolo. C'est peut-être. Jackson Tchatchoua. Non, il y avait Jackson Tchatchoua, il y avait Wood, le petit garçon. Christophe O. Oui. Voilà les gars qui ont porté. Il n'est pas latéral. Non, bon, écoute, ce sont les gars qui ont porté. Voilà les gars qui ont porté l'équipe. Et je suis sûr et je suis convaincu que c'est la victoire du coach. C'est la victoire du coaching, c'est la victoire du discours du coach. Parce que dans des conditions, on ne les apprend pas à jouer. Hein. À ce niveau, vous n'allez pas apprendre, je ne sais pas que ce sont des professionnels. Tu es d'accord avec moi sur ce point-là? Je suis très d'accord. Non, on ne les apprend pas à jouer, c'est des professionnels. C'est leur métier, c'est leur job. Et ils savent quoi faire. Mais ils étaient affaiblis par tout ce qui gravitait. Et c'est pour ça qu'il dit, moi, je dois apprécier le discours des vestiaires. Mon analyse, tu m'as interrompu tout à l'heure, mon analyse devait aller même jusqu'au deuxième match. Parce que je devais démontrer que après le match qu'on allait, nous avons vu la même équipe avec un seul joueur qui a été enlevé dans le 11 de départ. Oui. On a vu la même configuration dans le deuxième match, les 15-20 premières minutes de la première manche de ce match-là. Oui. Ok. On a vu la même configuration. On a vu le même type de jeu. Seulement, les remplacements du coach ont failli nous coûter ce match-là. J'ai entendu. Et c'est pour ça que je disais de faire attention, parce que c'est trop vite aller en besogne, de penser que non, le coach, il est maîtrise tellement. Le remplacement... On n'a pas dit que le coach est maîtrise. Permets-moi mon tricher, s'il te plaît. Oui. Le remplacement, le changement technique a failli nous coûter ce match. Pour la seule et simple raison. Quand tu vois un coach dans un match... se répéter, là, il faut passer la parole. Un coach dans un match qui remplace un remplaçant. C'est pas un bon signe. Très grave. Ok, ça suppose que le casting, même le moment de faire le remplacement, soit le joueur, c'était pas opportun ou alors. Et ça démontre qu'il ne les connaît pas encore. Il va le faire. Le dire, ce n'est pas dit qu'il n'est pas, non.
Ça, c'est mon sentiment à moi, mon très cher. Même si le coach, même si le joueur ne suit pas les consignes, on ne devrait pas... Le joueur n'est pas dans le registre habituel, dans son registre. Le joueur n'est pas dans son registre. C'est pour ça qu'il se perd dans la position où vous l'avez mis. C'est un milieu de terrain. Quand vous le faites jouer latéral, on a vu les deux joueurs latéral. Tout le monde n'est pas étau. Il y a des joueurs qui peuvent se transcender parce qu'ils ont ces qualités-là. Tout le monde n'est pas étau, ne faites pas ce genre de comparaison. Quand vous prenez Tcham, qui est milieu de terrain, vous mettez attaquant. Tcham, même dans le... Il joue soit milieu de terrain défensif, soit milieu de terrain. Généralement, il ne traverse même pas le milieu de terrain. Quand vous le mettez attaquant, ailier, plus précisément, il se perd. Voilà. Et le coach lui-même a constaté que on aura l'avis d'un entraîneur sur ce plateau. Peut-être le temps pour Alphonse de nous dire un peu ce que vous avez pensé des deux matchs, ce que vous pensez des deux matchs des Lions. D'abord, l'équipe a changé. D'accord. Et la seule personne qui a fait changer cette équipe, ce n'est que Baleba. Si c'était l'ancienne équipe au temps de Son, on devait avoir, c'est-à-dire un résultat catastrophique. Depuis des années, c'est ça qui nous manque, un meneur de jeu. Depuis le décès de Abega, on ne voit plus un meneur de jeu, c'est-à-dire dont les balles sont concentrées autour de lui. Il sait à quel moment il faut démarrer, il faut arrêter à quel moment il faut ralentir, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est la seule personne qui a fait changer le jeu. Ce sont des professionnels, nous l'avons déjà dit. Oui. Mais je ne peux pas attribuer cette victoire au coach. Ah bon, pourquoi? Non. Mon copainiste l'a même si bien dit pour les remplacements. Vous prenez par exemple Lamzé là. Ce n'est pas pour tester. Vous êtes à 4 minutes, vous faites entrer un joueur. Vous faites entrer un joueur que vous l'essayez comment? Quand vous êtes, on peut dire qu'on est mené. On était à 1-1. C'était plus le moment de un coach. Tu vois, il va se chauffer à quel moment? Vous avez vu l'action de ces garçons qui a failli nous ramener la victoire à 2-1. Mais ce garçon, peut-être qu'il n'est pas dans le schéma. À 4 minutes. C'est Lamzé. Lamkelzé. Et l'autre, Moupagna, là, il est entré à 10 minutes. Moi, j'ai chronométré. J'ai dit que, mais quel est ce genre d'entraîneur-là? Il voit l'équipe angolaise met la pression. Mais ils ont changé tous les 5. Tous les remplaçants. Il est dans une constance. Il est dans une constance. On n'est pas mené. On ne sont pas menés. La pression est normale. Ça fait partie. Mais comment ça? On n'a pas des joueurs de qualité derrière. Ça n'existe pas. On va pas parler de ça la fois. Ils peuvent venir la parole est à Alphonse. Je vous en prie, messieurs. C'est la pression. Même s'il y a pression, on ne change pas un joueur. Vous lui donnez 4 minutes pour se chauffer à quel moment? Vous donnez à un avant-centre 10 minutes pour se chauffer à quel moment? Il y a d'abord ça. Le coach est là. Il faut d'abord qu'il se ressource physiquement avant d'entrer. C'est-à-dire, il pouvait lui... Les joueurs ont besoin au moins de 20, les remplaçants, 20-25 minutes. Moi, j'ai déjà vu la fatigue de Abou. Abou ne pouvait plus tenir les 90. Ça, c'est vrai. Hein? De ce côté, c'est vrai. Abou ne pouvait plus tenir. On est tous d'accord là. Donc, un gars qui a la force, qui a la rigueur, qui a l'énergie, comme Moupagna, on le laisse là? Non. Hein? Donc, moi, je ne peux pas attribuer cette... Mais ce n'est pas pour autant qu'on va l'enlever la victoire. Je ne dis pas... Si c'était la défaite. Non, si c'était la défaite, ça devait être la défaite de qui? Si c'était la défaite... Pourquoi quand c'est la victoire... On ne parle pas de si. Nous disons qu'il y a une... Si on avait perdu, ça c'est la défaite. On n'a pas perdu. Moi, je dis, on n'a pas perdu. Pourquoi le fait de dire que le mérite revient d'abord aux joueurs qui ont sublimé? Malgré les contextes. Nous sommes tous d'accord là-dessus. C'est à son actif. Mais dis qu'on pouvait jouer sans entraîneur, j'ai dit... C'est mon avis, tu ne vas pas me l'enlever. Coach Billet Tanga. On ne peut pas se permettre ça. Non, c'est mon avis, tu ne peux pas m'enlever. C'est votre avis et on respecte. Coach Billet Tanga, est-ce qu'il y a ce timing précis pour effectuer un changement? Alphonse n'est pas d'accord avec les changements effectués par Marc Brice, moins 10, moins 4. Il n'est pas très d'accord avec ça. Je pense que je suis le seul technicien sur le plateau. Que tu réduises la question que tu me poses
uniquement au timing du remplacement, avec tout ce qui a été dit. Non, c'était une question précise. Et évidemment, vous allez venir nous parler de l'analyse profonde. C'est extrêmement réducteur. Non, pas du tout. Il faut comprendre les raisons pour lesquelles il y a tel remplacement ou tel autre. Je peux déjà y répondre, mais en y répondant... D'où ma question. Oui, je peux déjà y répondre, mais en y répondant, je serai par la suite obligé peut-être de revenir en arrière. Il est évident que Marc Brice, après quelques jours avec le groupe, ne peut pas encore maîtriser le groupe. Ça, il faut pas se tromper. Et c'est tout à fait normal. Pour moi, il n'y a pas véritablement, il n'y a pas fondamentalement un problème là-dessus. Actuellement, Marc Brice est en train de découvrir au mieux son équipe. Et nous savons tous, c'est une démarche scientifique, que la richesse de la connaissance peut passer par le tâtonnement. Donc si actuellement il tâtonne, je ne vois pas où est-ce que ça devrait faire un problème. Le fait qu'il fasse à certains moments un essai ici ou un essai là-bas, ça ne devrait pas fondamentalement, tout le monde est passé par là. Fondamentalement créer un problème. Sont mis 2 ans en tâtonnant. Laisse-moi, s'il te plaît. Maintenant, l'avantage qu'il y a au niveau de chez Marc Brice, c'est qu'il a vite compris ou prouvé un 11 entrant qui est performant. Je suis très outré d'entendre certaines choses parce que malheureusement, au Cameroun, les combats de camp ont tellement fait de mal que les gens, c'est-à-dire, ils regardent les choses avec des œillères. Ils jugent sous le prisme de certaines préférences au lieu de rester strictement objectif. Et il ne s'agit pas uniquement, du grand public, mais également de certains techniciens, malheureusement, qui sont entrés dans certains combats. On a beau aimer tel ou détester tel autre. Il faut remettre les choses dans leur contexte de la situation des joueurs. Les joueurs, ils arrivent, ils trouvent qu'il y a une situation qui n'est pas bien. Il y a le combat à gauche et à droite. Certains de ces joueurs, quoi qu'on dise, peut-être sont là, ils sont contents par le fait qu'ils sont plus ou moins protégés de certaines influences. Il faut aussi le dire, de certaines influences. Certains sont en train de revenir. Ils avaient été mis de côté pour des raisons peut-être qu'on ne connaît pas. Et là-bas, la vie à l'intérieur d'eux, ils décident de faire bloc. Là, tu as raison. Ils décident de faire bloc pour bien se sortir de cette situation. Il faut absolument que cette équipe gagne, c'est-à-dire en dépit de la situation dans laquelle elle se trouve. Malheureusement, il me semble que les combats qu'il y a entre tel et entre tel, j'espère que ces combats vont vite finir pour qu'on puisse avancer. Dire que le coach, on ne met pas cette victoire sur son compte, on peut être de bonne foi, ça je ne refuse pas, mais c'est seulement qu'on n'a pas bien compris ce qui s'est passé dans le jeu. Bien, je vais essayer d'expliquer en tant que technicien. Avant le match Cameroun contre le Cap-Vert, le technicien que je suis, et je pense tout technicien qui est suffisamment inspiré, qui agit en tant que stratège, sait à peu près comment les Cap-Verdiens vont jouer contre le Cameroun, compte tenu de leur qualité, de leur façon de jouer et du fait qu'on va jouer au Cameroun. J'ai eu à faire une intervention vidéo à la télé de nos impôts. C'est-à-dire, j'étais très étonné, Président, que j'ai eu l'impression que Marc Brice a suivi tout ce que j'ai dit et elle a décidé de l'appliquer. C'était extraordinaire. Je ne dis pas qu'il l'a suivi, mais je dis que c'est l'impression que j'avais. Le Cap-Vert devait jouer contre le Cameroun avec un bloc médian, procéder très probablement par des transitions offensives très rapides. Voilà, pour essayer de nous mettre en difficulté, pour exploiter la vitesse de ces attaquants et en opposition avec la lenteur de certains de nos défenseurs. Donc c'était la lourdeur. Voilà, la lourdeur, on peut dire comme ça. C'était suffisamment clair. À ce moment-là, pour jouer contre une équipe pareille, le mieux à faire, je ne vais même pas dire le mieux à faire, je dis ce qui a été fait pour aller, parce que c'est que le Cameroun allait avoir le ballon, le faire circuler. Vous voyez, à la perte de balle, c'est là que la véritable compétition allait s'engager. Alors, il fallait déjà, dès le départ, procéder à un équilibre défensif quand on avait le ballon. L'équilibre défensif, c'est quoi? Ça procède par ce qu'on appelle la défense permanente, par le fait que lorsqu'on a le ballon et qu'on est en train d'attaquer, il faut déjà mettre sur pied une organisation défensive, de telle manière qu'à la perte de balle, lorsque ces gars-là voudront nous contre-attaquer, qu'ils trouvent qu'on n'est pas totalement dégarni derrière,
Et cette animation défensive, cette organisation défensive, cet équilibre a été mis sur pied avec... Si vous vous êtes rendu compte, regardez maintenant le match, vous allez vous rendre compte qu'il y a un côté du Cameroun qui attaquait beaucoup. Le jeu du Cameroun penchait beaucoup vers la droite, avec les montées de Tchatchoua, les Nguemo qui libraient, ainsi de suite. Nous ne montions pas beaucoup. Nous ne pouvions pas, oui. Ils ne montaient pas beaucoup. Il y avait 3 défenseurs qui restaient régulièrement et une sentinelle devant la défense, qui était le jeune Carlos Baliba. Oui. Voilà. Donc ça fait que lorsque ces gars-là récupéraient le ballon et qu'ils voulaient contre-attaquer, ils trouvaient qu'il y avait une organisation qui était en place. C'était compliqué pour eux. Parce qu'en réalité, la contre-attaque passe par 3 voies. Lorsque vous avez récupéré la première voie, vous récupérez le ballon. Un joueur qui a récupéré le ballon, il peut se projeter assez rapidement vers l'avant en éliminant et pour se retrouver dans le tiers offensif et alors essayer de trouver une solution. La deuxième voie, c'est des combinaisons rapides entre 2 ou 3 joueurs. Vous sortez de la zone de récupération de balle pour vous projeter vers l'avant et arriver là. La troisième voie, c'est généralement un long ballon vers l'avant pour un attaquant qui peut essayer de battre les autres et ainsi de suite. Donc il y a déjà ce mécanisme de défense permanente qui est sur pied. Et de manière extraordinaire, les Lions décident que à la perte de balle, le combat des transitions doit se faire. Ce combat, c'est le contre-pressing ou le zone press. Le zone press, ça veut dire quand on a perdu le ballon, le gars qui est à côté, il va essayer de gêner, ou les deux ils vont essayer de gêner pour que les autres gars qui ne sont pas directement concernés dans cette zone aillent se repositionner derrière pour former le bloc en barrage. Et là, ça empêche les adversaires de progresser. Et vous avez vu, à chaque fois, les Lions faisaient soit le zone press avec un bloc défensif. C'est vrai, il était partiel, parce qu'il n'était pas total. Il était partiel, mais c'est un bloc défensif partiel, et qui se mettait en barrage. Soit, immédiatement, il faisait le contre-pressing. Donc, les gars arrivaient, dès qu'on a perdu le ballon, allez, comment on appelle les milieux de terrain. Ils attaquaient, ils réagissaient, oui, ils ont bouffé les Cap-Verdiens, au point que ces gars n'ont pas pu. C'est ça qui a tué complètement leur jeu. Précise que la force des Cap-Verdiens, c'est précisément le milieu de terrain là qu'on a récupéré. Voilà, et c'est à ce moment-là. Et maintenant, pour se projeter donc vers l'avant, pour essayer de trouver des solutions, les Cap-Verdiens, ne pouvant utiliser ni la première voie de la contre-attaque, ni la deuxième voie, il ne leur restait qu'une seule voie. Essayer de mettre des longs ballons dans le dos de la défense. En première période, ils ont essayé 1 fois, 2 fois, ça a failli, mais immédiatement, et ça encore il faut corriger, c'est que la défense camerounaise, vous voyez, Ngado, il faut le dire, on a beau l'aimer, on a ou pas. Ngado n'est pas le joueur le plus rapide au monde. Hein? Mais l'opposition a fait que chaque fois que ces gars-là récupéraient le ballon, la ligne, et qu'ils avaient la possibilité de jouer vers l'avant, la ligne défensive du Cameroun ne montait pas beaucoup. Elle repliait plutôt pour empêcher des situations défensives de poursuite, pour qu'on ne mette pas le ballon derrière, dans leur dos. Et ça fait donc que les ballons qu'on était en train de lancer ainsi, ils avaient la possibilité de récupérer et de mettre. Et tout ça, ça a tué le jeu capverdien. Offensivement, finalement, le Cameroun a marqué 4 buts sur coup de pied arrêtés directement ou sur combinaison. Bon, je crois que 3 c'était quand même sur non, 1 directement, 2 sur des combinaisons et un autre sur pénalty. Mais c'était des balles arrêtées. Mais le schéma du jeu du Cameroun était suffisamment clair et visible. Tac, on essayait de passer. Le circuit préférentiel, c'était vers le côté droit. Donc, c'est ce côté-là qui jouait beaucoup. Même si Ngamale a été double passeur parce qu'il est venu dans des combinaisons de ce côté-ci pour faire le centre sur des coups de pied arrêtés. Bien. Une équipe, vous avez vu la hargne, la détermination de Hemley, comme on a l'habitude de le dire, avec lesquels cette équipe du Cameroun a joué ce match-là. L'équipe du Cameroun joue souvent avec le Hemley, mais pas avec la même intensité. Je dis pas avec la même réussite. Moi, j'ai vu l'équipe du Cameroun jouer avec un Hemley fort contre le Nigeria après qu'on a été champion d'Afrique en 2017. On a pris 4-0 au Nigeria parce que le plan du jeu était merdique. Ce jour-là, j'avais dit que si je suis sélectionneur du Cameroun et que j'ai envie de laisser le match aux adversaires, je fais jouer exactement de cette manière. C'est-à-dire, vous sortez du match, vous avez tout donné, mais à la fin, on vous tape proprement parce que le plan de jeu n'était pas approprié. Et là,
Et qui donne le plan de jeu en ce moment? L'entraîneur. Voilà. Parce qu'il faut bosser, c'est l'entraîneur. Mais non, puisque je peux entendre qu'on pouvait jouer ça. La parole est au coach. La parole au coach. La parole au coach. Et, comment dire, le Henley ne peut s'exprimer de façon efficiente que dans une organisation et des animations qui sont correctes, cohérentes, appropriées, c'est-à-dire pertinentes par rapport à la situation. Et les hommes qui sont capables de mener cette animation. Oui, voilà. Par rapport au choix. Voilà. C'est à ce moment, si votre organisation n'est pas bonne, si vous avez une animation qui ne convient pas, un plan de jeu, quand on parle d'organisation, ça veut dire les rôles. Hein. Les rôles, voici ce que tu vas faire en dans telle circonstance. Voici que donc, chacun sait exactement ce qu'il doit faire dans telle ou telle circonstance. Voici l'organisation, voici les déplacements, dans les diverses animations. Quand on a le ballon, voici comment on va essayer de partir. Si on perd le ballon, voici comment on doit réagir. Ainsi, si les gars là veulent agir comme ça, voici comment on doit... Tout le monde connaît. Et ça, la fluidité avec laquelle ces gars ont joué, par exemple, contre le Cap, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas le travail de l'entraîneur. Les joueurs eux-mêmes, personnellement, ne peuvent pas mettre sur pied un truc pareil avec autant de fluidité. Ce n'est pas possible. C'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Donc, les gens qui disent que l'entraîneur, il faut... Maintenant, les limites qu'on a remarquées, c'est que le coach, c'est-à-dire au niveau de ces remplacements, les remplacements n'ont pas toujours été optimaux. Parce qu'il faut le dire, tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, ce n'est pas un problème. Oui, je fais une analyse technique. Oui. Sur certains remplacements, ce n'était pas bon. C'est vrai. Sur certains, mais le gars vient de prendre une équipe. Je peux comprendre qu'il a eu la chance déjà et l'intelligence de trouver rapidement un 11 entrants, ce qui n'est pas toujours évident pour tout le monde. Maintenant, au niveau des remplacements, au niveau de la profondeur de banc, au niveau de certaines choses, c'est Aboubakar Vincent qui sont bons. Aboubakar Vincent, il faut aussi dire qu'aujourd'hui, à mon sens, c'est un gars, bon, sur certains, parce qu'il limite les choix tactiques quand même. Parce que vous savez qu'il n'a plus 20 ans. Oui. Par exemple, son activité et tout. Mais quand Aboubakar Vincent est en train de sortir, c'est Moubaya qui rentre. Tout à fait. Ce n'est pas Choupo qui rentre. Oui. On est quand même un peu de... Mais Choupo, il a un problème ou quoi, je ne sais pas. Peut-être qu'il avait déjà un problème, parce qu'après, on a dit qu'il est malade. Mais ce que je sais aussi, c'est que, parce qu'on a dans une radio de la place, tu vois de quelle radio il veut parler, Jean-Paul Lacon est intervenu, il a dit que lui, il a entraîné Choupo, que Choupo, en réalité, n'aime pas quand il est remplaçant. Donc, à chaque fois qu'il est remplaçant, il faut s'entretenir avec lui et tout. Pourtant, il est autant performant quand il commence que quand il rentre. Ouais. Mais seulement, il n'aime pas trop. Donc, peut-être ça gêne. Peut-être que le coach a jugé qu'avec peut-être, je ne sais pas, mais bon, peut-être je dis n'importe quoi là. C'est Moubaya qui rentre. Mbanya, il n'est pas autant buteur que Aboubakar Vincent. Ce n'est pas le génie technique de Neymar ou de Lionel Messi, ça il faut le dire. Maintenant, il y a également Lamkelze. Le patriarche en a parlé sur le prince. Bon, on se demande un truc, mais vous savez, nous sommes des humains. Parce que peut-être le coach a connu Lamkelze du côté de la Belgique, il a une certaine idée de ce bonheur. Lorsque Harry en arrive au Cameroun, il est sélectionné du Cameroun, il nous ramène Jaco Elongin parce qu'il était en Iran, il a vu ce bonhomme là-bas, il a ramené par exemple en sélection ce qu'aucun sélectionneur auparavant n'avait fait. Mais c'était parfois, il y a des choses comme ça qui sont liées, comment dire, à notre facteur humain. Mais ce qu'on a constaté, donc après, il y a le remplacement par exemple de... le défense central, là. Non, le défense central, là. Kamoukouti entre. Ngadou, oui, il sort sur blessure. Il y a Ngamaleu qui sort également parce qu'il a un bobo. Mais les trois autres remplacements qui ont été faits. Ngamaleu n'a pas joué. Non, j'ai dit contre le Cap-Vert. Ah oui. On a encore dit au niveau du Cap-Vert. Donc les trois autres remplacements, c'est-à-dire Moubanya qui est rentré. Koundé Malon qui est rentré, là il était rentré à la place de Carlos, et puis Lamkelze qui était rentré. On a retrouvé les mêmes remplacements au niveau de Luanda. Maintenant, avec des situations différentes. Maintenant, par contre, lorsque on va jouer contre l'Angola à Luanda, on ne peut plus utiliser exactement le même plan de jeu. Le plan de jeu, c'est le plan que tu as dit. Comment est-ce qu'on va jouer contre cet adversaire-ci? Donc, c'est ça mon plan de jeu. C'est ce plan de jeu, lorsque je jouerai contre le président et Pablo, ce sera un plan de jeu qui est approprié à sa façon. Ça, c'est le coaching. Ça, c'est le coaching. Oui. Donc, on sait qu'avant de jouer contre l'Angola,
l'Angola ne va pas jouer médian ou médian bas comme ils sont chez eux, ils vont jouer comme ça. Ils ont besoin de points. Les gars qui sont chez eux, non. Donc il faut déjà qu'on se prépare par rapport à ça. Ces gars-là, il y a de fortes chances qu'ils viennent nous presser chez nous, même à la sortie de balle. Vous avez vu comment est-ce que les Camerounais sortaient le ballon face au pressing adverse? Mon ami, moi j'étais étonné. Tellement des années. Ouais, vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas travaillé ce genre de choses. Par exemple, peut-être qu'aujourd'hui, tu vois, les joueurs, surtout après le match qu'ils ont livré ici, ils ont gagné en confiance au point où ils ont tenté certaines choses. Bon, il y a aussi, parce qu'un gars comme André Onana, on a beau dire des choses, les anglophones disent et pressure absorber. C'est-à-dire, c'est un gars, c'est comme s'il absorbe la pression sans que ça le gêne. Dans une situation pareille, il vous aide à sortir le ballon et surtout aussi la présence de Carlos. Effectivement, le patriarche a dit si on avait eu le Carlos à la Coupe du Monde ou à la dernière, quand on aurait. Mais sauf que à la dernière, parce que Carlos il a 20 ans. Oui, il a 20 ans. Et la Coupe du Monde c'était en 2022. Il n'avait pas encore atteint le niveau. Il est en train de monter en puissance. Oui, donc au fur et à mesure, il a encore un gros potentiel. Donc je ne suis pas sûr. Mais seulement il faut aussi dire que Son avait voulu qu'il joue. Et comme le président Epanlo a dit, il y a tout un projet avec lui. On avait dit non, on préfère d'abord stabiliser certaines choses au niveau de ces clubs. Et c'est après ça, bon, on a entendu les gens dire qu'ils voulaient être. À aucun moment, il n'a été question qu'il allait jouer avec l'équipe de France. Moi, j'étais étonné. Les gens racontent. Vous savez, il y a des gens qui sont dans le secret des yeux. Maintenant, donc, non, moi, t'as dit, bon, on ne va pas dire certaines choses ici, mais bon, bref, je sais de quoi je parle. Et là, en l'occurrence, sa présence aujourd'hui avec ce qu'il fait. Zambouangui, ça le voit jouer à Brighton. Honla le voit jouer à Brighton. On joue avec lui dans le même championnat. Quand il le voit là, on sait qu'on n'a pas besoin d'attendre 20 minutes 30 pour savoir qu'il va bien jouer. On sait qu'il va bien jouer, c'est déjà une certitude. Donc voilà, ça fait que Zambo peut se déployer vers l'avant, les autres peuvent se déployer vers l'avant. Donc voilà ce concours de toutes ces circonstances qui ont permis à ce qu'il y ait ce genre. Je voudrais rajouter, Bill, à l'attention de mon très cher ami. Jean-Claude. Moi, heureusement, c'est l'une des rares émissions depuis que tout ce mamaï a commencé que nous allons faire sans faire une incursion là-dedans, de savoir qui. Effectivement, tu l'as dit, ça biaise le jugement. Non, nous parlons ici comme... Et la vie de chacun est importante, ok? Dire que Marc Brice n'a pas encore son empreinte, ce n'est pas dénaturer ce qu'il est capable de faire. Déjà, son vécu, ce qu'il est capable de faire. Ce qu'il est capable de faire, ou même ce qu'il est... Parce que moi, je ne vois pas son potentiel. Je pense qu'il n'a pas encore donné son potentiel. Encore que, s'il faut dire la vérité, peut-être que même son palmarès parle pour lui en bien ou en mal. Mais c'est pas... Je ne suis pas capable... Excuse-moi un peu. Parce qu'au niveau de son voici l'image qu'il ramène, non? C'est un entraîneur qui attaque beaucoup et qui encaisse également beaucoup. Tu vois, ça, c'est... Mais sauf qu'il faut ce que les gens comprennent, c'est que tout au long de notre évolution dans la vie, il y a des changements qu'on arrive à faire. Celui que j'étais il y a 8 ans, il y a 10 ans... ne peut pas être la même personne. Aujourd'hui, il y a des choses sur lesquelles... Je reviens là-dessus. Les folies que je faisais aujourd'hui, je ne les fais plus. Ce n'est pas parce que par ailleurs, peut-être qu'il n'a pas réussi, qui ne réussira pour Cameroun. Quand l'autre est arrivé, comment tu l'appelles, cet entraîneur-ci, Pierre Lechante. Vous avez connu Pierre Lechante. Pierre Lechante avait quel palmarès? Mais Pierre Lechante est l'un des entraîneurs qui a apporté énormément. Et il est venu dans un contexte semblable à celui-ci. Sauf que les bagages étaient feutrés. N'étaient pas vifs comme celle-ci. S'il y a quelqu'un qui peut te dire, qui a vécu, parce que moi j'ai été sur le terrain avec eux. Pierre Lechante, tu vas me dire que voilà, on avait Désiré Diop là tout à l'heure. Tu vas me dire qu'il avait apporté quelque chose en tant qu'entraîneur. Non. Il avait un groupe, les gars, qui connaissaient déjà, qui développaient des choses aux entraînements. Tu allais aux entraînements, il a laissé libre cours aux gars. Et d'ailleurs, il faut dire quelque chose, ça va étonner les gens. Mais le président David m'avait de regretter, mais moi, parce que j'étais entraîneur de son équipe à l'époque, il m'avait dit, ce qui est étrange concernant Pierre Lechante, c'est que
quand tu le vois, parce qu'il était également entraîneur, lui, le président Maïbi, quand tu le vois travailler là, c'est pas le génie, c'est pas un génie qui est en train de travailler, mais c'est le gars qui avait réussi, et comme à un moment il a laissé libérer les gars, allez-y. Et les gars se sont arrangés. Mais ces gars ont développé des choses qui sont restées dans le football jusqu'à aujourd'hui. Ce fameux MLE dont nous parlons, ces changements-là qu'on a vus, ça c'était le génie. Quand Wo me faisait ça c'est les répétitions, c'est les gammes qu'ils faisaient aux entraînements. C'est-à-dire, c'est rentré, ça les a réussi, c'est parti. Non, je revenais sur le match pour dire que quoi? Pour dire que, on parlait là, nous sommes dit, tout à l'heure là, on est d'accord que Zambo connaît très bien qui est ce jeune Baleba. Oui. Comment tu l'appelles? Mbemo le connaît, ils s'affrontent en championnat tout le temps. Anglais, ouais. Ils savent quel est l'apport que celui-là peut nous amener sur le terrain de football. Ça fait que immédiatement, même aux entraînements, même si c'est 2, 3, ils n'ont pas eu beaucoup de séances physiques. La plupart des séances c'était indoor. Parce que je crois qu'ils ont eu. Il y a un jour où ils ont fait carrément 3 séances d'entraînement. Parce qu'il faut féliciter aussi le travail du préparateur physique. Il a réussi à les mettre au point. Parce que même le là, ça s'exprime mieux. Et d'ailleurs, à un moment, je me suis un peu posé la question qu'ils ont peut-être donné un peu trop contre le Cap-Vert et avec tous les problèmes ensuite qui ont accompagné le deuxième match. Peut-être que ça peut expliquer pourquoi ils étaient un peu moins bien. Non, moi la physionomie pour le match. J'ai parlé de l'apport psychologique du match. Pour le match de l'Angola, moi je pense plutôt que ce qui s'est passé, c'est que l'Angola a vu. Tu sais, Bill, tu le sais très bien, le Cameroun est un pays qui était toujours attendu. Mais ces derniers temps, les performances du Cameroun, tout le monde s'est dit, on a en Coupe d'Afrique, tout le monde s'est dit, et regarde bien, remarque très bien. Chez technicien. Le Cap-Vert est venu auréolé de sa bonne performance en Coupe d'Afrique et est venu prendre un peu le Cameroun de haut en se disant ces gars ils ont des problèmes, ils ont des machins, mais ils ont été cueillis à froid par cette bonne organisation, par la réussite aussi. Le match là aussi, parce qu'il y a beaucoup de réussites, parce que et quand ça va comme ça là, 1, 2 fois 2, 3 choses qui marchent très bien et tout, c'est lancé pour un match. Par contre, en Angola, l'Angola a vu la performance du Cameroun. L'Angola, et puis l'Angola a eu un jour de repos de plus. Pendant que nous, là, l'Angola se reposait davantage et tout. Par contre, le match contre l'Angola, par exemple, le but qu'on prend, il y a un souci au niveau. Mais tu sais, ce genre de souci que je vois, je ne peux pas mettre ça complètement sur le dos de l'entraîneur. Parce que le sélectionneur, il n'a pas la possibilité de travailler avec les joueurs tout le temps comme en club. Donc, il voit quelque chose, peut-être il respire et tout. Aujourd'hui, en fait, ce que je veux expliquer, c'est que peut-être nos téléspectateurs également voient comme ça que les organisations qui prévalent aujourd'hui, ce sont des organisations en zone, parfois des organisations mixtes. Les organisations en marquage individuel qu'on a connues dans les années 70, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Oui, ça n'existe pratiquement plus, oui, et surtout marquage dedans. Et les évolutions du jeu font que les défenseurs, et surtout les arrières latéraux, sont plus considérés par rapport à leur rapport offensif. Aujourd'hui, les défenseurs ne sont plus suffisamment formés pour barrer. Pourquoi? Parce que oui, on barre en masse. C'est comme ça qu'on barre aujourd'hui. C'est-à-dire, dès que le président Panlo est en train de peut-être il est en train de m'attaquer, moi, peut-être le latéral, immédiatement, le président... Il a déjà fait la couverture derrière moi. Jean-Claude a déjà fermé de ce côté, donc il n'a pas la possibilité. Et ça fait donc que même si moi, je me fais éliminer, les autres vont... Et les gars se sont tellement habitués à ça qu'ils ne sont plus... Là, Tchatchoua qui pourtant fait un très bon travail sur le plan offensif, c'est l'un des grands enseignements de la Coupe du Monde 2014 où le travail offensif des latéraux a été vraiment l'un des enseignements. Il fait ce travail. Sur le plan défensif, tu n'as pas l'assurance que c'est la même chose. Et là, il se retrouve face au numéro 10 angolais, à 1 contre 1. Mbemo n'est pas arrivé pour l'aider. Hongla est un peu en retard. Donc le gars se retrouve en situation de 1 contre 1. Il n'est pas totalement battu, mais aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'éliminer complètement l'adversaire. Tu prends juste quelques fractions de secondes d'avance sur lui. C'est tac. Dès qu'il a fait, il a tiré immédiatement et en tirant, ça a surpris tout le monde. Voilà. Comme a fait. Donc, oui, voilà, et voilà pourquoi je dis, au niveau de la reconstitution rapide du bloc équipe, on aurait dit, dès qu'on ne doit pas laisser le bonhomme à 1 contre 1. Et c'est peut-être parce qu'on a interrogé, c'est Joseph Désiré qui a posé la question, lorsque Bassogok sort, c'est Cham qui rentre. On se gratte la tête,
pourquoi Nkoudou ne rentre pas? Pourquoi Lamkes cette même pression offensive par exemple, et empêcher mais seulement, seulement. Moi, ce que je sais, et ça, je vais attirer votre attention là-dessus. Voilà l'entraîneur qui va jouer. Tu sais, Ngamalo, il ne joue pas. Hein. Il n'est pas en train de jouer. C'est à la 17e minute que l'autre sort. Donc, il reste plus de 70 minutes à jouer. Nkoudou a de sérieux problèmes au niveau de son jeu défensif. L'entraîneur peut-être va réfléchir, il dit, si je mets ce bonhomme-là maintenant, on est en train de mener à 1-0, ça veut dire que je vais jouer pendant plus de 70, peut-être 75 minutes avec un bonhomme qui ne va pas barrer de ce côté, qui ne va pas aider à défendre de ce côté, alors que c'est de ce côté, c'est ce côté-là qui est supposé être le côté fort des Angolais. Vous avez vu ce que ce Dossa 21 comment il dérangeait nous. Peut-être que c'est ce qui l'a poussé à dire non, au lieu donc de mettre un bonhomme qui ne va pas faire ce travail alors qu'on en aura besoin, autant mieux mettre peut-être qui lui peut-être pourra revenir barrer. Malheureusement, le positionnement de Cham, qui de temps en temps peut dépanner, son positionnement n'a pas permis à ce qu'on puisse faire avancer le jeu. Encore qu'à l'avant, on a Aboubakar Vincent. Qui n'est pas un joueur rapide, qui est certainement même dans le jeu déjà un peu époussé. Ça nous fait 2 poids dans la récupération, dans le repli défensif. Ça nous fait 2 poids. Et là, nous disons pas qu'Aboubacar Vincent sortait de 2 buts dans le précédent match. Donc, et là, il était de ça. Permettons qu'on explique finalement quelques-unes des raisons pour lesquelles finalement le jeu a été bloqué. À ce moment-là, le gars, il ne permet pas qu'il y ait une animation de jeu de son gars. Encore que le jeu du Cameroun, bon, au premier match, ça penchait beaucoup plus. C'est vrai qu'au deuxième match, avec Bassogo, ça commençait, c'était un peu équilibré. Donc, c'était symétrique. Parce que le jeu du Cameroun, avec l'animation que Marc Brice a mise sur pied, ce n'est pas une animation symétrique. Bon, peut-être je ne vais pas tout expliquer ici. Mais quand Cham rentre, on a donc la possibilité d'attaquer de ce côté-là. Et les Angolais savent qu'on a un côté fort, qui est le côté droit. Donc, ils bloquent dans ce côté. Et dès qu'ils ont bloqué, puisque nous-mêmes, on n'arrive pas à attaquer de l'autre côté, on se retrouve maintenant en difficulté pour pouvoir attaquer. Et par la suite, ça leur permet donc petit à petit. Par la suite, plus tard, l'entraîneur comprend que le Cham n'est pas en train de jouer, pas forcément défensivement, mais offensivement, il n'apporte pas rien. Il procède, donc on a dit remplaçant. Ce n'est que légitime, c'est le coaching. Hein. Parce que là, il ne devait pas arriver. S'il ne le sortait pas, il aurait été obligé de le ramener dans l'axe. Alphonse estime que ça ne devrait pas arriver. Pourquoi, Alphonse? Ça ne devrait pas arriver. Pourquoi? C'est-à-dire parce que, comme le coach a dit là, on a un banc de touche qui a été fourni. Non, justement, on a un problème au niveau du banc de touche. Pas en termes de quantité, mais en termes de qualité. Lorsque vous regardez, vous avez dit, sur ce côté, il va mettre qui? Il va mettre Lamkelze. Toi-même ici, tu as dit que Lamkelze est à faire. Donc, bon, peut-être. Puisque quand il a fait sortir, il a mis Lamkelze. Oui, là, il reste 10 minutes. Il reste 8 minutes. Oui, mais c'est pour ça que 8 minutes, 4 minutes. Bon, il reste 4 minutes. Mais je suis en train de te dire, toi, tu parlais de Nkoudou tout à l'heure, qui est sur le banc. OK? Même Nkoudou. Beaucoup plus, dans ce registre-là, peut nous apporter beaucoup plus que Cham. Tu te souviens de ce qu'on avait dit en Coupe du Monde? Oui, je me souviens. À la CAN. Oui, je me souviens, mais là, ce n'est plus le même contexte. Non, Nkoudou ne va pas parler. Nkoudou ne va pas parler, sauf s'il a vraiment changé. Non, ce n'est pas été... Excuse-moi. Tu vois, tu ne peux pas prendre un sprinter. Oui. Tu lui demandes de gagner un marathon. Ça veut dire que tu connais. Oui, mais coach, donc, à la différence. Si tu prends Nkoudou, il n'a pas... Je ne travaille pas avec lui tous les jours. Oui. Mais je pense, parce que je suis également préparateur physique, je pense que Nkoudou n'a pas la biologie pour faire certains efforts. De même que Choupo-Moting. À chaque fois qu'on le prend et que je le vois comment on est en train de s'amuser à le mettre par exemple au milieu de terrain, ça me fait rire. De mettre un coup de il va pas tenir. Offensif. Il va pas tenir. Tu vas me faire le travail offensif. Et il laisse nous tout le mourir avec le 21. De mettre un Cham qui ne fait ni le travail offensif, le travail défensif. Dans ce match-là. Oui, mais au moins. Le problème est complètement perdu. Oui, je comprends. Mais au moins la projection, l'idée de l'entraîneur, c'est qu'au moins, peut-être ce bonhomme, parce que Cham peut attaquer. Cham a déjà eu à faire beaucoup d'incursions sur le flanc et tout. Peut-être, même aux entraînements, on l'a vu aller là-bas et peut-être le coach a dit, s'est dit que peut-être il peut jouer ce rôle-là. En même temps qu'étant milieu de terrain, le coach dit par exemple que j'ai pensé que ce serait bien
de mettre un joueur technique capable de tirer à distance et sous différents angles. Mais je dois dire que cela n'a pas vraiment marché. Et c'est assumé. Il s'est dit, bon, j'aime bien. Mais par contre, tu es conscient que... D'accord. Je te dis donc que moi, dans ma posture, lui-même est en train de te dire qu'il s'est trompé. Il te dit que lui-même le dit, il assume. Lui-même le dit qu'il s'est trompé. Mais seulement ton attitude, c'est donner l'impression que comme c'est Marc Brice, il est au-dessus. On ne doit pas dire qu'il s'est trompé. Non, c'est ce que tu défends là. Lui-même en train de le dire. Pour le moment. Lui-même le dit là que non, il s'est trompé. Il ne peut pas avoir la pétence. Donc c'est le coach qui réagit. Il a dit. L'idée qu'il avait en tête en mettant le... C'est un peu ce que le coach Billet Tanga était en train d'expliquer. Il assume. Il ne devait pas le remplacer. Il s'est trompé. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre. Je sais que comme c'est Marc Brice, non, je n'ai pas dit comme c'est Marc Brice. Non. Il a tenu un discours aux joueurs. Tu n'étais pas dans les... Non, mais je vous... Non, c'est pas... Non, il a tenu... Puisqu'il ne connaît pas l'équipe... Tu n'étais pas dans les vestiaires. Moi, ce que je sais au moins, c'est que sur le plan tactique, tu vois, au moins le match contre... On peut pas dire que c'est pas lui qui a fait. Ça tout à fait. Paul ne veut même pas qu'on prenne le nom de Marc Brice. Voilà des étiquettes que vous collez aux gens. Voilà des étiquettes. Alors, il y a une question pour vous. On rappelle évidemment l'émission a été active. C'est Fabrice qui demande, Monsieur Jean-Claude Lamkel et Cham n'étaient-ils pas là pendant le discours de Marc Brice? Non, mais ils étaient là. Mais si après, vous savez, au moment où vous lancez des jeux au stade, vous n'êtes pas là, vous leur donnez certains dispositifs. Puisqu'avant d'entrer au stade, on leur donne tout ce qu'ils doivent faire au cours du match. Jean-Claude, et ce qu'on attend d'eux. S'ils entrent au stade et qu'ils ne font pas les consignes de l'entraîneur, l'entraîneur s'assume et dit, moi je te le Jean-Claude, je te dis, je suis pour, moi, Paul, et pas en l'eau, je parle ici. J'ai dit, je suis pour une équipe des Lions Indomptables, vraiment, où toutes ces histoires-là sont apaisées. Il y a aussi la force du jour. Hein. Écoute-moi, avec les joueurs, ça peut possible que... Même si moi, je ne l'apprécie pas, ce n'est pas mon avis qui est important. Ce qui est important, c'est les Lions Indomptables. Si avec les Lions Indomptables, avec Marc Brice, nous pouvons atteindre nos objectifs, c'est tant mieux. On est déjà en train d'atteindre. Mais souffrez que comme vous l'avez fait par ailleurs pour les autres, dès que l'autre annonce même une liste, vous avez déjà, il y a au moins, souffrez, il sera critiqué. Et des réactions comme ça, tu vas avoir. Non, mais bien sûr. Non, lui-même, il sera alors critiqué. Non. Et des réactions comme ça, tu vas t'arracher les cheveux. Ça fait partie des règles bénéficie déjà des circonstances. Tu vas t'arracher les cheveux sur la tête. Il y en a même plus. Voilà, il y a beaucoup de réactions qui nous parviennent. N'oubliez pas de signer vos messages pour nous faciliter les choses. Bon, il y a quelqu'un qui estime que c'est un début réussi, d'après lui, pour Marc Brice. N'importe quel entraîneur pouvait aligner ses joueurs. Le coach Tanga l'explique, un bon technicien. Bon, donc c'est un autre message depuis Yaoundé qui nous parvient à l'instant. Vendor Blaise depuis Ebolova, il dit qu'il pense que je comprends pas bien sa question. C'est très tôt de juger Marc Brice. Le résultat obtenu des 2 matchs, c'est grâce au climat qui règne entre le ministre des Sports et le président de la FECAFOOT et les Lions Indomptables étant une équipe de défi. Voilà un peu sa position, qu'on respecte évidemment notre message qu'on va prendre. Les panélistes, donner à César ce qui revient à César. Marc Brice a su maintenir le moral de son équipe. Voilà. Anne depuis Toudji. Le coaching ici a été plus psychologique que tactique. Ça, je vais parler sur le contrôle de mon chef Yami Tanga. Le coaching a été également tactique. Le coaching était complet. Maintenant, le truc, c'est que peut-être bien avant même le discours de Marc Brice, les joueurs avaient à cœur, c'est-à-dire de passer outre tout, c'est-à-dire tous les problèmes qu'il y avait là pour les joueurs. Il faut absolument qu'on remporte cette victoire. Et ça donc, mais seulement, ils l'ont fait, ils se sont
t'exprimer dans une organisation et une animation qui était appropriée, en la circonstance. Parce que le fighting spirit ne peut s'exprimer que dans les conditions qu'il faut. Tu peux avoir tout le fighting spirit du monde. Si tu ne sais pas boxer, on te place devant un boxeur professionnel, il va te taper. Ton fighting spirit ne va pas suivre. Tu n'auras aucun plan de combat, aucun plan de manière, il va te taper. Il faut savoir comment faire. Et là, si tu sais exactement ce que tu vas faire en tel ou tel secteur, tu peux donc, au lieu de t'engager à 50%, tu peux t'engager à 125%, à 150%. C'est à ce moment-là que ton engagement, ton fighting et autres seront rentabilisés. Mais si tu t'engages à 150% et que sur les 150%, 125% sont dans le vide, dans le désordre, il n'y aura que 25% qui seront rentabilisés, ça ne te servira à rien. Parce qu'il y a une mauvaise organisation. Et malheureusement, pour certains des staffs qui sont passés, on a vu ce genre de choses. Voilà, et là, on s'est tout dit. Enlevons la honte sur nous, ce n'est pas des consignes tactiques. Xavier de Yaoundé qui estime que il voudrait rappeler que Koudou était au banc, sa percussion aurait permis au bloc adverse de rester bas après la sortie de Christian Bassogok. Absolument. Voilà un peu. Alors, pour les quelques minutes qui nous restent, on va peut-être... Moi, j'aurais mis Koudou, mais je comprends pourquoi est-ce que l'autre l'a pas mis. Je comprends. Alors, on va quand même rappeler que dans le groupe D, le Cameroun est en tête avec 8 points, juste devant la Libye, 7 points. Le Cap-Vert, 7 points. L'Angola, 4e avec 6 points. Maurice, 5e avec 4 points. Et Eswatini est donc à la dernière position avec 0 points. Si on peut peut-être avoir le tableau de manière à l'issue de la 4e journée de ces éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA Zone Afrique. Signaler que dans le groupe A, c'est l'Égypte qui est en tête avec 10 points. La Guinée-Bissau, 2e avec 6 points. Burkina Faso, 3e avec 5 points. Dans le groupe B, le Soudan est en tête, 10 points également. Le Sénégal est 2e ici avec 8 points. La RDC, 3e avec 7 points. On va aussi s'intéresser un peu à la position du Nigeria, Jean-Claude, dans ce groupe C. A perdu face au Bénin. Voilà, le groupe C qui est dominé par le Rwanda avec 7 points. L'Afrique du Sud également 7 points, 2e. Le Bénin, 3e avec 7 points. 4e, le Lesotho, 5 points. Le Nigeria est 5e dans ce groupe avec 3 points. Devant le Zimbabwe. Oui, c'est au 4e. Mais ça ne vous inquiète pas. Ça ne vous inquiète pas quand même cette position du Nigeria. C'est le 10e match que vous allez avoir de points, mon ami. Les points s'engagent au fur et à mesure. Nous avons vu le tour cycliste du Cameroun où Abesolo a pris le maillot de la première étape à la dernière. Le Nigeria ne vient pour après être 5e, on a dit, pour après être premier après combien de temps? C'est du sérieux. Il reste 6 matchs. Non, mais vous êtes... C'est le nom. Non, on ne refuse pas, mais ils ont le potentiel pour, non? On regarde un peu. On ne dit pas que ça va se réaliser. Du Nigeria comme tu parlais du Soudan du Sud. Mais la preuve, ils sont 5e. Oui, ils sont 5e. C'est le Nigeria, mais ils sont 5e. Ok, bravo, c'est le Nigeria, ils sont 5e. Avant sortir de cette poule. Bon, on en reparlera. Avant la dernière CAN, ils avaient 2 points. Donc ils avaient fait 2 matchs nuls. Leurs 2 premiers matchs, c'était 2 matchs nuls. Je pense donc avant cette 4e journée, dans la 3e journée, ils ont encore fait un match pour avoir 3 points. Et puis pendant ces éliminatoires, ils ne sont pas... On les souhaite, c'est les équipes que nous allons rencontrer. Tant qu'ils sont dans des compétitions, la compétition est relevée. Donc tu veux le mondial avec le Bénin? Non. Pourquoi pas? Si le Bénin... Non, c'est pas... Les équipes... Dans le groupe E, il y a le Maroc qui est en tête avec 9 points. La Tanzanie le Maroc est allé humilier le Congo 6-0. Les équipes se valent. C'était à Brazzaville, au Congo. À domicile. Quand le Bénin bat le Nigeria... Le Congo qui est 5e avec 0 point pour le moment. Pour l'équipe congolaise, 5e avec 0 points. Voilà. Dans le groupe F, alors, c'est la Côte d'Ivoire qui est en tête avec 10 points. Le Gabon, ici, est 2e avec 9 points. Le Burundi, 3e avec 7 points. On va aussi regarder dans le groupe G, qui est dominé par l'Algérie, 9 points. Pareil, même nombre de points que le Mozambique, 2e. Botswana, 3e avec 6 points. Et la Guinée, 4e, ici, avec 6 points également.
Là, en tête, c'est la Tunisie, avec 10 points. Namibie, deuxième, avec 8 points. Le Libéria, troisième, avec 7 points. Et enfin, dans le groupe I, ce sont les Comores qui sont en tête, avec 9 points. Devant le Ghana. Les Black Stars du Ghana. Comment viendront Ils ont combien de points? Ils ont combien de points? Ils ont combien de points? C'est une question de points, ce n'est pas une question de nombre. Absolument. Qui s'appelle comment, qui s'appelle Nigeria. Le Ghana est deuxième, même nombre de points. Le troisième, c'est Madagascar, septième. Le Mali ici est quatrième. Non, dans 10 journées, à la quatrième journée, tu vois quelqu'un en tête, tu dis non, il va passer le Comore devant le Ghana. Alors, c'est le nom Ghana. Prenez le nom mondial avec. Prenez le nom aller au mondial avec. Comme c'est le Ghana, c'est le Comore, prenez le nom aller au mondial avec. On est en fin d'émission. Alphonse, qu'est-ce que vous pensez un peu de ces positions des équipes africaines après la quatrième journée de ces éliminatoires? Je n'ai même pas bien suivi les classements, mais je voulais juste dire que le football a beaucoup changé. Il n'y a plus de petites équipes. C'est pour ça qu'on dit que le football est fou. Oui, on dit que le football est fou. Parce que quand on voit, par exemple, le match Algérie, il y a une équipe qui a battu l'Algérie là à domicile. Oui, je crois 2-1, c'était... Ça fait une semaine ou deux. C'est la Guinée ou c'est quel pays encore là? Ça m'échappe. Ils sont dans le même groupe que la Guinée, le Botswana, le Mozambique. Voilà. Je crois que c'est la Guinée. Mais ça doit être la Guinée. Oui. Mais les Algériens, ils n'ont pas réagi. Mais si c'était le Cameroun, ça devait être un autre problème. Ouais. Donc ça veut dire que non, toutes les équipes se valent. On a encore 6 journées. Beaucoup de choses vont changer. Oui. Comme par exemple le Nigeria où nous sommes en train d'épiloguer, le Ghana. Ce sont des clubs mythiques aussi dans ce championnat. Il faut les appeler ainsi. Ce sont des clubs qui ne peuvent pas quitter le championnat un peu plus vite. Quand on y a par exemple une Coupe du Monde, on ne voit pas le Nigeria. Ce sont des gens. On ne voit pas le Cameroun. Mais ça fait réfléchir. Donc... attendons même vers les huitième journée pour pouvoir dessiner la configuration de des pays africains. Ceux qui peuvent être des aspirants au mondial. Voilà. Alors, là, on ne peut rien dire maintenant dessus. Noé Kézerbo qui dit très belle analyse du coach Billet Tanga. Il nous écrit ce soir, à titre de rappel, sont à 4 points en 2 matchs, tout comme Marc Brice, mais on constate également que ces derniers tâtonnent beaucoup pour les remplacements. Ça, c'est Samuel, je pense que c'est ce qu'on est en train de dire. Oui, puisqu'il ne connaît pas encore l'équipe, il a pris l'équipe à moins de... Il n'a pas eu de véritable entraînement, il faut le dire. Oui, et voilà. Que comme non, nous sommes tous d'accord qu'il ne connaît pas encore son équipe. Le temps, il va connaître. Mais cette victoire, on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas l'enlever. Peut-être qu'il va nous rapporter la Coupe du Monde, qui sait. On ne peut pas l'enlever cette victoire, puisque c'était la défaite. On ne pouvait pas l'enlever cette défaite. Donc, vraiment, il est l'héritier. Non, en tentant la défaite, aurait pu trouver une explication claire et nette. C'est en cas de défense, on aurait pu trouver une explication que non, certainement, c'est parce que non, il vient d'arriver, il y a trop de problèmes. Mais comme c'est la victoire, non, on la lui attribue. Non, je suis même d'accord avec toi. Tout à fait d'accord. Je suis d'accord avec toi. Voilà, alors, Marc Brice, bonsoir, intéressant débat, mais laissons le temps à Marc Brice. Chaque entraîneur a quelque chose à proposer. Ça, c'est M. Aziz qui nous écrit. On ne pourra pas tout lire les messages. Avant de terminer cette émission, vous l'avez sans doute remarqué, actualité oblige, cette sortie du ministre des Sports et de l'Éducation physique ce mercredi. Le professeur Narcisse Moelle-Kombi qui a reçu dans son cabinet, comme on peut le voir sur ces images, le staff technique, administratif et médical ayant encadré les Lions dans leur préparation et participation au match contre le Cap-Vert
à Yaoundé et contre l'Angola hier à Luanda. En plus du staff nommé par le ministère des Sports, le capitaine Vincent Aboubakar et son coéquipier Michael Ngande ont également pris part à l'audience de ce jour. Il était question de faire le bilan des 2 matchs disputés et envisager les perspectives d'avenir pour les Lions indomptables d'après le communiqué publié par le MINICEP. Et à ce sujet, le ministre dit avoir pris bonne note des observations, doléances et suggestions de ses interlocuteurs et promet de les soumettre à sa hiérarchie rapidement. De même, le staff a été félicité pour le travail de qualité abattu dans un laps de temps très court et dans un contexte relativement difficile. Évoquant donc les perspectives, le ministre des Sports a renouvelé aux membres du staff technique la confiance de l'État et les a assurés du soutien constant des pouvoirs publics dans leur quête pour la réalisation de nouvelles victoires. Il a aussi insisté sur la détermination du gouvernement à réunir et à consolider les conditions de travail adéquats pour des rendements meilleurs. Pour terminer, le MINICEP a demandé à ses interlocuteurs d'avoir à l'esprit la très haute prescription du chef de l'État relative à la construction salutaire d'une meilleure organisation pour des meilleurs résultats. Fin de citation. Voilà un peu le contenu de cette théâtralisation qui n'avait pas lieu d'être. De ce communiqué. Moi, je pense pas qu'après 2 matchs, un match nul, une victoire, vraiment, on a déjà souvent passé. Cette théâtralisation-là n'a pas lieu d'être. Il ne fallait pas faire un bilan des matchs. Quel bilan de quoi? Quel bilan de quoi? On a fait quoi? Exceptionnel. Dans le bas de qualification. L'émission est finie. Je suis chef d'entreprise. Je ne peux pas envoyer mes éléments en mission et ils rentrent, ils me disent, je n'ai pas au moins un peu de c'est la première fois que dans une campagne, on fait un match nul d'entrée et on gagne. Il faut organiser toute une théâtralisation. Il a raison. Commencer à faire des lettres de machin et tout. Dans quelles conditions ça a été organisé? Mais non, qui crée ces conditions? Mais non, quelles conditions? Qui crée ces conditions? Mais attends, c'est des conditions. Les événements secrets. Vous voulez qu'on en parle? Qui crée ces conditions? L'émission est terminée. Je vous en prie. Qui crée ces conditions? L'émission est terminée. Merci beaucoup, Alphonse, d'être... On n'a pas besoin de cette théâtralisation. Si, on a besoin. Il va les remercier. Ils étaient en mission commandée en Angola. Comme il a les staffs là, ils travaillent ensemble. C'est donc, ne dérangez pas les gens. C'est la solution, Martin Biletanga. Tout le monde. On va pas prendre tout un quartier pour contenir. Il faut aussi payer. On a l'un des plus petits staffs au monde. Oui. 15 personnes, 20 personnes dans un staff, c'est tout à fait normal. Mais dans quelles conditions? Quand au moins les gens acceptent de travailler ensemble. Mais qu'ils acceptent de travailler ensemble. Lors du match contre le Cap-Vert, oui, la plupart d'entre eux, ils étaient passés au banc. Ils étaient à la tribune, non? Bien sûr. Ils causaient entre eux. Bien sûr. Alors, ils causaient entre eux, c'est pas le problème, non? C'est pas les Camerounais. C'est des Camerounais. Si on leur demande de venir, c'est des amis. On demande à Marc Brice de... Ils sont d'ailleurs ensemble. Ils sont d'ailleurs ensemble. On fait comme si les autres ici doivent être sur le banc. Mélanger les qui travaillent là-bas. D'accord, merci bien, Alphonse. On se donne rendez-vous dimanche pour la dédicace de ce livre. Paul Epanlo, merci d'être venu débattre avec nous ce soir. Merci beaucoup, merci. Et merci également à tous mes chers copanélistes et frères. C'était passé le moment de débat, maintenant la vie reprend. On reste fair play. Jean-Claude, merci d'être venu. Je vous en prie, laissez que je termine l'émission. Martin Biletanga, merci d'être venu. Merci à Eric Ngando qui a assuré la réalisation ce soir. Nono Fetué derrière les caméras, Zipierre au son. On se retrouve la semaine prochaine, amis sportifs. Au revoir.